Chaque histoire a toujours au moins deux versions. D'un côté, la plus répandue et de l'autre, la moins connue. Homme de médias, communicateur chevronné, directeur de l'Institut africain des médias, président de la Fondation Croire Côte d'Ivoire, il a perdu les élections municipales, mais il a gagné le cœur de sa commune et des Ivoiriens. Pourquoi s'est-il lancé dans cette aventure? Comment l'a-t-il vécu de l'intérieur et quelles sont ses perspectives? Bonjour, je suis Armand Bré et dans cette vidéo, nous allons aborder l'autre version de l'homme politique, Israël Guébo. Comment on se sent quand on a été candidat malheureux à une élection, un mois après cette élection? On se sent un peu fatigué. Je porte encore les séquelles de toute la campagne qu'on a eue en août. Un peu déçu, mais pas découragé. C'est vrai que lorsqu'on regarde le chiffre de 1,71%, 72% qu'on a eu, ça donne l'impression qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Mais non, c'est vrai qu'on est un peu déçu. On aurait voulu faire mieux, avoir la tête de la mairie. Mais bon, ce sont les résultats. Mais on n'est pas découragé. On est plutôt content d'avoir fait cette expérience et puis d'avoir expérimenté des choses, d'avoir vécu des histoires. Je pourrais raconter de l'intérieur à mes enfants pour dire j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'habituellement je voyais un peu ce que les gens racontaient. Et là, j'ai ma propre histoire et puis ça me permet de peaufiner les choses pour l'avenir. Ouais. D'accord, tu t'es pressé de dire 1% et tout ça, mais il faut te calmer d'abord. Hein, parce que nous, on a fait nos devoirs. Ah ouais. Je vais aller dans les détails par rapport aux chiffres. C'est 972 personnes sur 84 545 personnes pour juste la commune d'Abobo. Donc ça te fait environ 1,17% sur 20,80% de taux de participation. C'est quoi la cause de cet échec cuisant? Bon, comme tu aimes les chiffres, je vais te dire, pour que tu enfonces un peu plus le clou dans ma blessure. Non, c'est 972 personnes sur 409 000 électeurs. En fait, il y a eu 84 000 votants. À l'échelle de la liste électorale, c'est 409 000 électeurs, 84 000 votants, donc oui, environ 20%. Échec cuisant, oui, au regard des chiffres, comme je l'ai dit. Plusieurs causes. Je pense que la première cause a été notre incapacité à pouvoir faire de la mobilisation électorale. Ce que j'entends, c'est qu'on a beaucoup de personnes à Bobo qui ont adhéré à notre vision, qui nous ont accompagnés, qui étaient d'accord avec ce qu'on voulait. Mais soit ces personnes n'étaient pas inscrites sur la liste électorale, soit elles ne sont pas allées voter. Donc, peut-être la chose à corriger, c'est comment faire en sorte que ces personnes-là soit s'inscrivent sur la liste électorale ou aillent voter. La deuxième chose, c'est une question, j'ai envie de dire, beaucoup plus pécuniaire, financière. Quand vous regardez les moyens des autres candidats, on voit très bien qu'ils étaient soutenus. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours, en réalité, nous on s'est battu contre 6 partis politiques. Tu sais, en fait, on démarre à peine, tu vois, on démarre à peine la causerie. Faut pas rentrer dans les gros chantiers tout de suite. D'accord, je vais pas te spoiler. Faut pas rentrer dans les gros chantiers tout de suite. Ça va. Je vais aller petit à Donc, petit. ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment les deux raisons principales. Sinon, on a fait le job, on a vraiment mobilisé les personnes, on a touché le cœur des gens, mais la population d'Abobo n'est pas la population électorale. D'accord, c'est bien dit. Et ça, on l'assume, hein, totalement. On l'assume. C'est bien d'assumer. De toute façon, tu as assumé de partir, donc normalement, tu dois qu'assumer les résultats. Bien sûr, donc voilà. Israël Guébo, tu as une carrière de journaliste, tu as travaillé dans la fonction privée, en fait dans le privé, dans le secteur privé en tout cas, tu as été dans le secteur privé. C'est plusieurs prix. C'est chevalier de l'ordre du mérite dans la communication, je crois en 2018-2019. 2019, ouais. 2019. Peut-être j'en oublie, il y a autre chose à dire sur toi, écrivain aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu vas foutre en politique en fait? Non, l'idée c'est pas d'aller en politique, l'idée c'est vraiment, je l'avais dit il y a quelques mois en arrière, mon intention première quand j'allais sur Abobo, c'était vraiment de contribuer à redorer l'image de cette commune-là, cette commune qui m'a vu grandir, cette commune qui m'a abrité quand j'étais enfant. Donc je me dis, avec tout mon parcours, comment est-ce que je peux contribuer au développement de la commune? Donc vraiment, quand je pars sur Abobo, ce n'est pas vraiment pour devenir politicien. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment pour contribuer au développement. Et puis après, je me dis, on fait des choses sur le terrain,
on a besoin d'aller un peu plus loin. Donc, ça nous demande d'avoir des leviers institutionnels et politiques pour aller négocier avec des bailleurs, pour aller avoir des partenariats à l'extérieur. Donc, c'est pour ça vraiment que je pars sur le terrain à Bobo. Oui, maintenant, je suis dans l'arène des politiciens. Donc, c'est une étiquette pour laquelle je peux plus m'en défaire. D'accord, mais on est en Côte d'Ivoire. On connaît tous l'histoire des communes ici. On connaît l'histoire d'Abobo. C'est quoi ce choix spécifique sur cette commune? C'est quoi l'histoire avec Abobo en fait? Pourquoi particulièrement cette commune n'est pas, je ne sais pas, pour démarrer tout le Pleu ou je sais pas, un village reculé quelque part, Guébo c'est de l'ouest. Ma mère est de Logoualé, mon père est des Ivo. Bah voilà, ça fait deux communes potentielles où tu aurais pu te présenter. Pourquoi est-ce que c'est à Abobo que tu vas? J'y ai grandi. Donc j'ai grandi à Abobo. J'ai fait ma classe maternelle, ma classe primaire. J'ai fait la cité universitaire d'Abobo, j'ai fait le collège à Bobo. Mon attachement géographique et historique est beaucoup plus proche d'Abobo que de Logoualé, le village de ma mère, ou que de Divo, le village de mon père. La première fois ou la deuxième fois, je ne me sais plus. En tout cas, dans mon âge adulte, la première fois où j'ai mis les pieds dans le village de mon père, c'était par l'enterrement de mon père. Donc, le lien que j'ai avec le village de mon père était un lien, j'ai envie de dire, beaucoup plus triste. Donc, dans mon histoire, je suis vraiment rattaché à Abobo. Et c'est ce qui me pousse à aller sur Abobo. Et puis derrière, en termes de visibilité, Abobo, c'est vraiment l'endroit idéal, l'endroit rêvé. La preuve que j'ai perdu, on continue de parler de moi pour être allé affronter de grands partis des dinosaures à Abobo. Est-ce que ce n'était pas justement ça le but que tu recherchais à te faire voir justement? Non, pas du tout. J'allais pour gagner. Ah non, 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 je n'aurais pas mis tant d'années, je n'aurais pas mis tant de moyens financiers, humains, tant d'énergie, juste pour aller me faire voir. Honnêtement, si je voulais me faire voir, j'avais beaucoup plus d'autres moyens. J'aurais pu aller dans des partis, j'ai été sollicité par moment, j'aurais pu aller continuer à travailler à la fonction publique. Moi, j'ai travaillé en cabinet ministériel. Donc vraiment, j'avais des moyens autres pour me faire voir à une échelle nationale que d'aller souffrir, plutôt que d'aller souffrir sous le soleil, ainsi de suite. Donc non, 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 ce n'était pas du tout l'objectif de me faire voir. Mais oui, Abobo te donne une certaine visibilité. Pour moi qui suis dans la communication, c'est aussi le meilleur terrain, le meilleur terreau pour avoir cette visibilité-là. Est-ce que tu te souviens, Israël, de la première personne avec qui tu as partagé ton désir d'aller briguer cette commune? Oui. En fait, déjà de t'engager en politique déjà. Est-ce que tu te souviens de la première personne avec laquelle tu as partagé ça? Et c'était qui? Et comment la personne a réagi? Alors, les premières personnes avec qui j'ai... J'ai envie de dire la toute première personne à qui tu as dit, vraiment, je pense que j'ai réfléchi longtemps, j'ai envie de m'engager en politique. Déjà, un. Ensuite, je pense que je vais le faire à Bobo. La première personne à qui tu as dit ça, là, la personne a réagi comment? En 2020 précisément, l'idée d'Abobo, donc d'aller maintenant sur la mairie d'Abobo, commence à transparaître. Je crois plutôt 2021, lorsque Ahmed Bakayoko décède. Et là, c'est à mon père que j'en parle, en 2020. C'est à mon père que j'en parle début 2020. Je lui dis que je pense avoir des vues sur Abobo. Mais c'est tellement pour les législatives, puisque ça nous permettrait d'influencer les lois, de contribuer également à l'élaboration des lois. Et mon père me dit, ce n'est pas la commune la plus simple, mais c'est une bonne chose. Et il m'y encourage et il me donne des conseils. Donc, sur ces deux groupes de personnes, je pense que le fait d'avoir leur assentiment et d'avoir leur encouragement m'a poussé à y aller. Tu sais, en fait, la politique sous nos cieux est un peu perçue de manière un peu négative, on va dire. Toi, tu n'avais pas assez de problèmes comme ça pour rester dans ton coin et puis tu vas t'engager en politique. Bon, le vieux, il a dit, OK, vas-y. Ta femme, tes enfants, je veux dire, ça allait changer leur vie du jour au lendemain. Eux, c'était quoi la réaction? Tes proches, tes autres frères, je ne sais pas, c'était quoi leur réaction? Je leur en ai parlé un peu plus tard, c'est-à-dire autour de l'année 2021-2022. Lorsque le projet j'étais vraiment sûr que j'allais y aller et que j'avais commencé à mettre tous les plans. Donc, quand j'ai parlé à ma mère a presque pleuré. Mais comme ma mère est partie, elle a prié pour moi par la suite. J'en ai parlé à ma femme, elle était inquiète. Parce que tout le monde a peur d'Abobo, en réalité. J'en ai parlé à plusieurs de mes oncles qui m'ont dit, écoute, ce n'est pas forcément la bonne idée, Abobo c'est compliqué, c'est dangereux, ils vont te faire du mal, tout ça. J'en ai parlé à des amis. Moi j'ai un ami qui a pleuré de peur. Je ne sais pas si tu as entendu cette expression-là. Jamais, c'est la première fois que j'entends ça. Qui a pleuré de peur. Je connais pleurer de joie, mais de peur, je ne sais pas. Qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre à Abobo?
Pourquoi est-ce que tu vas compliquer ta vie, ainsi de suite. Donc, moi-même, un peu découragé, qui m'ont demandé de laisser tomber et tout ça. Mais je suis de nature un peu têtue aussi. Hein, et j'aime expérimenter les choses et j'aime aller au bout des choses pour me rendre compte par moi-même qu'il ne fallait pas y aller. Comment est-ce que, après autant de personnes te suggèrent de ne pas y aller, comment est-ce que tu trouves la force de continuer de foncer et quand même tête baissée? C'est la force de la conviction. De toute ma vie, de toutes mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je ne me suis pas engagé dans quelque chose si je n'avais pas cette intime conviction-là. Je crois fermement que quand tu ressens quelque chose dans ton cœur qui te pousse à y aller, il faut y aller. Et les avis des uns et des autres sont importants. Mais voilà, je suis ma conviction, je suis cette force-là. Et par la suite, hein, même les personnes qui étaient un peu inquiètes, elles m'ont soutenu dans mon projet d'aller sur Abobo. Donc vraiment, je ne saurais pas t'expliquer en des mots simples, mais c'est hyper intime. J'étais convaincu que je devais aller sur Abobo, apporter ma contribution. Et je ne regrette pas d'y être allé. Super. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des partis politiques qui t'ont sollicité pour militer et tout, mais est-ce que déjà toi-même, enfin, il y a des partis qui t'ont invité à les rejoindre, peut-être pas au cours de la campagne, mais peut-être un peu avant. Mais est-ce que déjà, avant ces sollicitations, est-ce que toi-même, tu avais déjà milité dans un parti de toute ta carrière, de tout ton parcours, depuis l'école, d'ailleurs, on va en parler, c'est où en fait que tu fais tes classes? Est-ce que, par exemple, la FESI, c'est un mouvement auquel tu adhères aussi, tout ça? Je réponds à quelle question d'abord? Réponds aux questions comme tu veux. Je t'ai dit ici, on est au grain, c'est toi qui décides de la réponse que tu veux donner. Non, je n'ai pas été approché directement par un parti politique. Des personnes d'un parti politique m'ont suggéré de rejoindre le parti, notamment le RHDP, pour qu'on soit beaucoup plus transparent. J'ai des amis qui sont RHDP qui m'ont dit, écoute, tu ne réussiras pas tout seul en indépendant, rejoins le parti, ça te permettra d'avoir les moyens financiers, les moyens techniques, et puis peut-être de faire tes armes en politique. Non, je n'ai jamais milité dans un parti politique. J'ai toujours été du côté de l'associatif. Donc, au lycée déjà, j'étais au club MSC-SIDA. En 2004, j'avais une association qui allait dans les prisons. On a créé l'association Génération Innovante en 2015. J'ai la fondation Croix Côte d'Ivoire. Donc j'ai toujours été du côté social, de l'action sociale, parce qu'avec pour objectif d'impacter la vie des gens. Voilà, donc je n'ai pas vraiment milité. La FESI, j'ai fait un bref passage à la FESI quand je suis au lycée modèle d'Odjéné, mais pas en tant que militant de première heure. Donc voilà, je n'ai pas vraiment ce parcours de militants de partis politiques, et peut-être que ça a également joué dans les résultats qu'on connaît. Zéro expérience politique en tant que militant d'un parti. Comment du coup tu te prépares à faire face à cette ambition d'aller briguer la mairie d'Abobo? Comment tu as su quoi faire, par quoi commencer, comment tu t'es préparé avec ton équipe? Est-ce que tu avais réellement conscience des enjeux? Tu vois, c'est comme quand j'ai entré en journalisme. J'avais zéro expérience. Un matin, je suis arrivé, on m'a donné ma chance, j'ai foncé dans le tas. Parfois, je me suis cassé la figure, mais j'ai foncé et j'ai gravi les échelons. Je n'ai pas peur de commencer par le bas. J'ai commencé comme stagiaire en 2006 quand j'étais journaliste. Et après, j'ai travaillé pour des médias internationaux. Donc, je n'ai pas peur vraiment de ça. Et l'une de mes forces, ça je peux le reconnaître, c'est d'avoir l'honnêteté d'aller demander conseil avant de commencer. Avant de me lancer dans la mairie, je suis allé rencontrer des maires ou des hommes politiques pour leur demander conseil sur ce que je devais faire, quelle était la meilleure approche, ainsi de suite. Je suis allé à Bobo, rencontrer des personnes aussi, les entendre, les écouter. Et donc ça m'a donné également des outils pour aller véritablement faire ce qu'on a fait. Donc je ne suis pas allé tout seul, je suis allé avec des conseils de grands frères. Je vais citer, j'ai rencontré ceux qui ont accepté en tout cas de me rencontrer. C'est bien, tu lis dans mes pensées parce que c'est la question que je m'apprête à te poser. Des anciens maires ou des maires en fonction? Un maire en fonction, c'est d'ailleurs le seul. Ok. Et je voudrais vraiment le remercier, c'est Assalé Timoko. Ok, le maire de Tia-Salé. J'ai appelé plusieurs maires, certains m'ont donné de faux rendez-vous, d'autres n'ont pas décroché. Okay. C'est le seul qui a décroché, qui m'a donné rendez-vous et qui m'a reçu pendant 3 heures. Est-ce que c'est pas parce qu'il est aussi journaliste comme toi et qu'il a vu en fait une espèce de confraternité Je ne sais pas, ça il faut poser la question. En tout cas, il était vraiment très aimable. Il est député maire, donc il a un agenda hyper chargé, donc il m'a reçu quelque part à Abidjan, on a pris un café. Et je suis venu avec mon calepin et il me parlait, je notais. Donc j'ai pris beaucoup de conseils.
Sa mère aussi aidé. Je suis allé rencontrer une dame que je ne vais pas citer parce qu'elle travaille dans un organisme international. J'ai fait 1h30 avec elle. Elle m'a posé des questions, elle m'a donné des conseils, des astuces, des recommandations. J'ai pris également mon calepin, j'ai noté. Donc, c'est vraiment la somme de plusieurs conseils qui m'ont habité, qui m'ont équipé pour aller sur le terrain Bobo. J'étais conscient que c'était difficile, mais je n'avais pas toute la mesure des difficultés qui allaient ressortir. La capacité, donc la notion de mobilisation électorale, les questions financières. Donc, il y a tout ça que je soupçonnais que ça allait être compliqué, mais il fallait tester. Aujourd'hui, je peux te dire que je sais combien c'est compliqué et je sais comment on peut pallier à cela. C'est compliqué, hein? C'est-à-dire que même pour aider les gens, il faut avoir l'argent. C'est vraiment compliqué. Non, mais en fait, ce n'est pas forcément pour aider les gens, c'est aussi pour aller expliquer son projet. À Bobo, c'est 92 km². C'est grand. C'est près de 2 millions de personnes. C'est 27 quartiers, 78 sous-quartiers. Donc, il y a tout ça à faire. Nous, on a fait 68 quartiers en 2 ans, 3 ans. Mais ce n'est pas suffisant parce que pendant la campagne, il fallait repartir pour parler aux gens. Il y a toute une machine à mettre en place. Et si tu n'es pas un parti politique, et si tu n'as pas toute cette machine-là, c'est compliqué. Mais ça, je le sais, je peux le dire aujourd'hui parce que je l'ai expérimenté. Voilà. Et si j'étais dans un parti politique, peut-être que je l'aurais vu de l'intérieur, mais ça n'aurait pas la même sensation, la même teneur que ce que j'ai aujourd'hui. Israël, quand tu nous parles de ta volonté de t'engager à Bobo, ça nous paraît un peu comme une volonté un peu soudaine. Peut-être que la volonté y était, mais la préparation financière et tout ça là, bah écoute, c'est en 2-3 ans que tu as commencé à déployer tout ça. Tu t'es présenté comme indépendant à Bobo. Est-ce que tu étais réellement indépendant ou bien tu avais des parrains? Ça aussi, c'est la vraie question. C'est la vraie question qu'on se pose. Ouais, parce que toi-même, tu prends ton argent le vrai point. Pour aller faire ça. Tu avais des parrains ou bien tu étais vraiment indépendant? Déjà, sur le premier volet de ta question, je commence à travailler sur Bobo depuis 2017. Donc, toutes les actions qu'on mène, c'est depuis quand même 2017. Donc, même si l'objectif de la mairie est arrivé autour de 2020-2021, on a quand même anticipé en travaillant sur le terrain. Donc, on a quand même eu des acquis, un bilan qui date de 2017. Première chose, pas de parrain. Je pense que j'étais le seul candidat vraiment indépendant, puisqu'il y a eu M. Kodo Tefou qui dit être indépendant, mais qui a quand même bénéficié du soutien du PDCI RDA. Donc, moi, j'étais vraiment indépendant au niveau politique, au niveau financier. Donc, aucun soutien, personne, rien. Et pour te faire une révélation, j'ai rencontré des... Et là, je ne pourrais pas la citer, je suis vraiment désolé. Mais c'est ça qu'on veut savoir, justement. Tu sais, on est assis dans les points, là. Nous, on spécule seulement, mais donne le vrai point. Tu n'auras pas ce scoop. Non, j'ai été approché par 2 grandes personnes et personnalités politiques, par personnes interposées, qui nous avaient garanti avoir un soutien et un accompagnement de leur part. Financier, moral, en fait. Financier, technique, et ainsi de suite. Et la seule garantie pour eux, ou la seule condition, c'est qu'il fallait qu'on soit candidat. C'est-à-dire qu'il fallait que la CEI valide notre candidature. D'accord. Le 1er août, la CEI a validé notre candidature. Depuis le 1er août jusqu'à aujourd'hui, là, silence radio. Alors, bon, petite question. Même si tu n'as pas dit leur nom, tu vas peut-être nous donner un peu quelques indices. C'est des hommes politiques, c'est des gens du privé, c'est des gens du parti au pouvoir ou enfin de l'opposition, enfin, je peux te dire que ce n'est pas des jeunes partis au pouvoir. Ça, je peux te le dire. D'accord, mais c'est des hommes politiques. C'est des hommes politiques et des chefs d'entreprise. Pour les chefs d'entreprise, je peux te dire pourquoi ils n'ont pas réagi. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils ont eu des pressions. Je ne sais pas de qui, mais ils ont eu des pressions pour ne pas nous accompagner sur une commune réputée acquise à un parti politique. Pour les autres hommes politiques, je ne saurais te dire, puisqu'ils avaient la garantie de miser sur un bon cheval. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, finalement, ce n'est pas le bon cheval. Mais ce n'est pas grave, hein. On a fait avec ce qu'on avait, et puis on a bien fait. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça, justement? C'est-à-dire que, est-ce qu'avec ton équipe, vous avez compté sur cette manne financière-là et puis vous avez assis une stratégie autour? Tu sais, par exemple, moi, je suis dans le cinéma, tu sais, des fois, en fait, on établit des budgets et puis après, finalement, on est un peu contraint à faire avec ce qu'on a. Est-ce que, justement, ça t'a un peu contraint quelque part? Bien sûr. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? Oui, parce que naïvement, et je veux dire, c'est aussi peut-être la naïveté du débutant en politique, naïvement, on y a cru. C'est vrai que nous, de nos côtés, on avait nos maigres moyens qu'on avait mis de côté, avec certains amis, tout ça. Ça ne pouvait pas couvrir l'ensemble de l'activité et de la conquête politique sur laquelle on partait. Donc, oui, naïvement, on a cru aux promesses,
Mais tu connais bien l'expression, la promesse d'un homme politique n'est qu'à l'oreille de celui qui y croit. Donc, non, on y a cru. Et ça a été extrêmement difficile. On a dû se réadapter, se réorganiser pour ne pas perdre la face. Donc, c'est aussi une belle école pour moi, c'est aussi une belle leçon que je tire, de se dire, c'est bien d'avoir des promesses, mais il faut faire avec ce que tu as. Il faut compter avec ce que tu as. On avait fait un budget, je vais te le révéler, on avait fait un budget de près de 400 millions au départ sur la campagne et tout le reste. On a dû se raviser, on est revenu à 150 millions de budget, on a dû même le réduire. Encore? Ouais, on a dû faire à minima. Ok. Bon, face à tout ça. Donc, je n'ai pas de regrets. Non. Pour répondre vraiment à ta question, je n'ai pas de regrets dans ce qu'on a fait sur le terrain. Mais oui, j'ai de la déception et un peu d'amertume, peut-être un peu de haine contre les promesses non tenues. Mais je ne l'en veux pas. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu, je ne l'en veux pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des grands frères, des tontons. Quand je vais les croiser, je vais leur dire, mais viens payer. C'est comme un... Donc, c'est que des hommes, hein? Il n'y a pas de femmes politiques dedans ou... Non, il n'y a pas de femmes politiques. C'est que des hommes. Ouais, que donc, des hommes. 2 hommes particulièrement. 2 hommes politiques et puis un homme Du secteur privé. Donc, 3 personnes. Ah ouais, vraiment... Il faut savoir sur quoi tu comptes quand tu veux t'engager dans des affaires comme ça. Personne ne t'a envoyé de toute façon. Je t'ai dit. C'est ça qui est la vérité. Du coup, face à cette situation, est-ce que ce n'était pas plus simple? Tu l'as dit tout à l'heure, on t'a suggéré de t'engager avec un parti politique. Quand tu te retrouves face à une situation comme ça, est-ce que ce n'était pas plus simple d'aller démarcher, j'ai envie de dire, un parti pour justement présenter ton projet et puis voir dans quelle mesure on t'accompagne? Est-ce que ça fonctionne comme ça en politique? Parce que moi, je te parle en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de te dire. Donc, tu présentes ton projet, quelqu'un te finance. Est-ce qu'en politique, c'est pareil? C'est-à-dire que tu arrives avec tes belles idées et puis tout le monde t'ouvre les bras parce que... Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Parce que les partis politiques sont déjà établis avec une certaine hiérarchie, avec une certaine façon de progression des partis politiques. Pourquoi est-ce que moi qui viens comme ça, un peu comme un ovni, comme on m'a qualifié, on accepterait que moi je suis à la tête de liste, par exemple, du RHDP? Pourquoi? Devant Mme Kandia Camara. Pourquoi est-ce que le PPACI me prendrait moi, qui n'ai jamais milité dans le parti, plutôt que M. Mangonebi? Pourquoi le PDCI me prendrait moi plutôt que M. Kodé Gogé qui est l'ancien? Je ne sais pas, tu as des idées, sur le terrain, tu es actif. Les idées ne suffisent pas, concrètement. Je peux te dire que... J'ai regardé les différents projets, pour ceux qui en avaient. Honnêtement, j'avais le meilleur projet. Mais ça ne suffit pas. Parce que le constat, c'est que sur le terrain, les populations ou les électeurs ne vont pas regarder quel est le meilleur projet. Ces populations vont regarder, est-ce que c'est... Tu peux donner 2000 est-ce qu'on est de la même ethnie? Un peu la checker, c'est pas. Est-ce qu'on est de la même ethnie? Est-ce qu'on est du même parti politique? Est-ce qu'on est de la même région? Est-ce qu'il me donne l'argent? Tu vois? Donc, voici comment, c'est le constat que j'ai fait, les gens réfléchissent en général. Et c'est contre ça qu'il faut se battre et c'est pour ça qu'il faut travailler. Donc, non, je ne suis pas sûr qu'en même en allant démarcher, j'aurais été tête de liste. Peut-être qu'on allait m'accepter sur une liste communale, mais pas en tant que tête de liste. Donc, et puis aussi, aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Je sais qu'aujourd'hui, il y a près de 1000 personnes qui ont adopté mon projet et qui se sont engagées à m'élire, à me voter. Ça... c'est une 900 personnes, tu veux dire? 972, j'ai dit près de 1000. Ah, près de 1000 personnes, ok. 972 personnes. Donc ça veut dire que je connais quel est mon électorat précis. Les autres ne peuvent pas. Pourquoi? Le RHDP s'est allié au FPI de Afin Guessan et a récupéré même une partie du PDCI. Puis sur M. Kodé Gogé, on l'a vu un peu à côté de Mme Kandia Camara. M. Kodé Tefour a été adoubé par le PDCI, donc une partie du PDCI, et a eu le soutien de Mme Simone Babou avec le MGC. M. Mangonebi du PPAC. Donc, en fait, je connais ma valeur réelle. Et si je veux aller pour l'avenir, je sais sur quoi je vais travailler et je sais à partir de quoi je vais travailler. Donc, et ça, je n'ai pas rougi. Hein. Je suis sans complexe, totalement décomplexé par rapport à ça. Peut-être que maintenant, on va mener la réflexion. Est-ce qu'il faut s'allier à un parti politique? Est-ce qu'il faut avoir son propre mouvement politique? On est juste un mois après les élections, c'est encore frais, je suis encore dans les réflexions pour voir ce qu'on fait pour l'avenir. Comment tu montes le commando qui t'accompagne justement dans ton travail? Est-ce que tu pars avec les mêmes personnes que tu as citées au départ ou est-ce que l'équipe s'étoffe? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs étapes. On construit vraiment une équipe sur la durée. Il y a le noyau dur. Des gens qui sont là depuis tout le temps, et puis tu as ceux qui viennent, qui partent.
Et on a connu beaucoup de défections, ça jusqu'à même à la veille de la campagne. Mais je veux dire, Stéphane Kra, Charlène Danon et Jemima Kessie qui nous a rejoint après, qui était ma chef de cabinet, c'est vraiment les personnes qui sont restées depuis des années jusqu'à aujourd'hui et qui travaillent vraiment sur la partie stratégique, la partie communicationnelle et la partie opérationnelle. Mais oui, après, on monte une équipe de personnes qui nous rejoignent en fonction de là où on est dans le projet. Donc, comment est-ce que tu arrives à payer correctement les gens? Est-ce que c'est sur tes propres fonds, déjà pour démarrer? Ensuite, les personnes qui vous rejoignent au-delà du noyau dur dont tu parles, les personnes qui vous rejoignent en cours de route, comment tu es sûr de leur fiabilité? Comment tu es sûr que c'est des personnes qui sont engagées à la cause? Aucune garantie. Je vais te citer un passage de la Bible qui dit que qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Non, aucune garantie. Pour les personnes qui sont dans le noyau dur, à 100%, j'ai confiance en elles. Et c'est des personnes qui travaillent déjà, donc je n'ai pas besoin de les payer et qui sont là de façon bénévole. J'ai envie de dire bénévole. Ensuite, on a eu des personnes qui sont venues aussi, peut-être pensant qu'il y avait des sous à se faire ou pensant qu'il y avait des places à se faire et qui après sont partis. Dans mon cabinet, il y en a qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on finisse la campagne. Même aujourd'hui, encore nous sommes dans le mois d'octobre, là, elles sont encore là, attendant quelle orientation je vais donner à ma carrière politique, éventuellement si on a. Mais il y a des personnes qui sont venues et qui sont parties. Moi, je connais des gens qui ont fait 2 jours avec nous, qui ont fait 1 semaine avec nous, il y en a qui nous ont abandonnés la veille de la campagne. Donc, pour moi, je n'en veux à personne. Chaque personne qui vient apporte ce qu'elle a. Ça peut être court, ça peut être hyper long, mais tout le monde y a contribué à sa façon. D'accord. Donc, du coup, à partir de 2020, c'est quoi le plan? Quelle est la stratégie que vous mettez en place? Vous commencez par quoi? Jusqu'à quand? À partir de 2020, parce que de 2017 à 2020, on était vraiment sur des actions de visibilité de la commune. C'est-à-dire, on a créé un site internet qui s'appelle Believe in Abobo. On a fait un clip avec Nifa Fanafoul qui s'appelle Abobo est réveillé. Donc, on était vraiment dans la communication positive pour cette commune. À partir de 2020, on se dit, il faut qu'on aille beaucoup plus loin en ayant des actions sur le terrain. Il y avait la Covid 2020, mais malgré ça, on a commencé à faire des groupes de discussion avec des jeunes. Donc des jeunes qui venaient de tous les quartiers d'Abobo pour comprendre un peu leurs besoins, leurs désirs sur des thématiques particulières. On a commencé avec les jeunes et le chômage, les jeunes et la violence, les jeunes et la culture, la lecture. Et d'ailleurs, c'est à l'issue d'une de ces discussions-là qu'on a créé le centre de lecture et d'éducation sociale d'Abobo. Donc c'est une sorte de bibliothèque, mais également qui servirait de centre de formation et d'éducation. Donc ça, c'est en 2020 qu'on crée ça, d'ailleurs avec le financement d'un bailleur. Et puis, en 2021, on commence aussi à soutenir des associations de femmes, à accompagner des coopératives, à aider des jeunes, à être parrains de tournois de Maracana. Donc on commence à être un peu plus dans la visibilité politique sur le terrain. On commence à faire des actions, à être parrain par-ci, parrain par-là, à faire de la formation, beaucoup plus de formation avec des jeunes, des femmes, à réhabiliter des écoles, à construire des bibliothèques, à organiser des consultations médicales gratuites. Donc, on commence à démontrer que nous, on a la capacité d'avoir des actions à fort impact sur le terrain et que si demain on devient maire, on peut en faire plus. Donc, voilà comment on fait. Et puis, à partir de le 25 mars 2023, on annonce officiellement qu'on est candidat à la mairie. On va arriver là. Mais regarde, tout ce que tu me cites là, j'imagine que les autres candidats ont déjà fait. Je veux dire, on a eu le temps de voir Feu Ahmed Bakayoko faire des actions aussi au niveau d'Abobo. En quoi est-ce que tout ce que tu viens de citer là est différent de ce que tes prédécesseurs ou tes concurrents ont fait? Mais c'est drôle que tu ne cites que Ahmed Bakayoko. Cite-moi ce que Tefou a fait, cite-moi ce que Kandji a fait, cite-moi ce que Mangonebi a fait. Moi, je ne suis pas d'Abobo, je ne maîtrise pas la position. Voilà. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'ils n'ont rien foutu? C'est ça que tu es en train de dire. En réalité, chacun parle pour lui. Mais si toi tu en viens à parler du Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est parce que tu as vu ce qu'il a fait. Parce qu'il était très visible aussi sur ses actions par rapport aux jeunes. En réalité, moi, j'ai fait des choses pour montrer et pour démontrer que c'est possible de le faire et qu'on peut venir de la société civile, ne pas être forcément d'un parti politique et puis faire. Et mes actions ont été très visibles sur le terrain. Mes actions ont marqué les gens sur le terrain, ont montré aux gens que ce gars-là, il peut faire des choses pour la commune. Même si après, comme je dis, il faut transformer l'essai. Les personnes qu'on accompagne ne sont pas systématiquement des électeurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Tu as cité en fait toutes les actions que tu as faites, mais à aucun moment je t'entends parler de la casse d'Abobo. Alors que la casse représente quand même
un centre névralgique dans cette commune. C'est vraiment la source de revenus de plusieurs personnes, plusieurs familles. Mais à aucun moment non plus, j'ai parlé des syndicats. Je sais que, non, mais j'arrive. Je sais que la casse, après c'est toi qui as été maire là-bas, donc je vais te dire. J'ai été maire. C'est toi qui as été candidat à la mairie. J'aime bien le lapsus. On s'en sait rien, peut-être qu'en 2027 ça va être le truc, en tout cas je te le souhaite. J'ai entendu en tout cas qu'il y avait des rumeurs sur une potentielle casse, un déguerpissement de ces personnes-là et tout, mais dans toutes tes actions, est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil de ce côté-là aussi? Non, parce que je te l'ai dit en début d'entretien, l'une des raisons pour lesquelles si je voulais aller prendre la mairie, c'était aussi pour traiter des sujets beaucoup plus lourds. Moi, en tant qu'individu, président d'une ONG ou d'une fondation, quelle action forte je peux mener sur le sujet de la casse? En tant que maire, ou en tant qu'adjoint au maire, ou en tant que conseiller municipal, ma voix peut porter plus. Donc c'est aussi pour ça qu'il me fallait avoir des leviers institutionnels et politiques. Donc le sujet de la casse n'est pas un sujet qu'on traite comme on peut offrir du riz, comme on peut être parrain d'un tournoi de Maracana ou comme on peut réhabiliter une école. C'est beaucoup plus profond parce que c'est à la fois un sujet technique, sociologique et entrepreneurial. Israël Guébo, le 25 mars 2023, au cours de la conférence Abobo Connexion, tu convoques plus de 1000 personnes, si mes souvenirs sont exacts et si les chiffres que j'ai vus sont bons, plus de 1000 personnes sur le terrain de la Sogefia pour une annonce solennelle. On va regarder. Okay. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'ai l'immense joie de vous annoncer que pour les élections municipales de 2023 à Abobo, je serai candidat. Comment tu es perçu? Est-ce qu'il y a des retombées directes? Est-ce que le parti au pouvoir, l'opposition, quels sont les retours que tu as de tout ça? Déjà, peut-être préciser quelque chose. Tout à l'heure, ta question, tu disais qu'il y avait plus de 1000 personnes, c'est vrai? Oui. Et là, on est à 5000 personnes. C'est-à-dire que nous avions prévu 2000 personnes. On avait 2000 chaises, on avait une quinzaine de bâches. Le jour J, on était obligé de prendre 3000 chaises supplémentaires, 10 autres bâches. Donc, on a eu, en tout, on va dire, 5000 personnes. Donc, ça, c'était bien de le préciser. Et de voir tout l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement à Bobo Connexion. Pour revenir à ta question, non, du tout, on n'a pas eu de retour politique des partis politiques. Par contre, on a eu beaucoup d'encouragement. D'encouragement des gens même qui sont proches du parti au pouvoir. On dit c'est très bien de t'engager, même si on sait que bon, voilà, c'est peine perdue, mais c'est très bien de t'engager. Et beaucoup de personnes ont dit voilà enfin un jeune qui vient remuer le cocotier, comme on dit, et c'était très bien. Donc vraiment, c'est plutôt des populations, des internautes qu'on a eu des retours. Ces derniers temps, on sait comment un peu les élections en Côte d'Ivoire se sont déroulées, comment ça a été entaché. Des fois, on disait que, en fait, il n'y a pas vraiment d'adversaire en tant que tel. Est-ce que le fait, toi, de t'engager, est-ce qu'on ne t'encourage pas justement parce que tu vas légitimer un peu le petit côté en mode il y a eu une compétition, même si en fait on sait que tu ne pèses pas grand-chose sur le chéquier. Non, mais pour le cas d'Abobo, on était quand même 4 candidats. Hein. On a failli être 5 s'il n'y avait pas eu le croche-pied qui a été fait au candidat du PDCI par son parti. Donc il y avait des partis comme le PPACI qui étaient là. Donc ta question cache quelque chose derrière. Je ne faisais pas le jeu du parti au pouvoir. Non, on ne se connaît pas vraiment. Donc, et puis, je ne faisais pas le jeu du parti au pouvoir. Je n'ai pas osé le dire, mais c'est bien que tu Non, mais on a au grain, sans cacher, sans trash. Je suis venu vraiment défendre mes couleurs. Et je pense aussi le sens de la démocratie dont nous rêvons, que ce soit ouvert et que tout le monde puisse compétir. Après, voilà, on voit les résultats. Alors, là, tu viens de rectifier, comme tu disais, donc c'est pas 1000 personnes, c'est 5000 personnes. Non, tu as dit plus de 1000 personnes, c'est juste, oui. Mais je voulais préciser. Oui, non, c'est bien. Enfin, je veux dire, plus de 1000 personnes, 5000 personnes, le gap est assez intense, assez immense. Toutes ces personnes-là qui sont mobilisées pour venir, là, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas laissées voter? C'est ce que je te disais dès le départ de notre entretien, c'est que tu as la population abobolaise qui adhère au projet, mais la conversion entre cette population abobolaise en électeurs, ça ne s'est pas fait. Au moment où on fait l'événement du 25, et il y a ces 5000 personnes, on a fini le recensement des populations depuis 3-4 mois en arrière, donc depuis décembre 2022. Donc certainement, il aurait fallu peut-être qu'on fasse cet événement en octobre et inciter les personnes à aller se mettre sur la liste électorale et à aller voter. Mais en fait, je le dis encore une fois de plus, et ça, c'est la leçon qu'il faut tirer,
il faut travailler sur la mobilisation électorale et ça fera partie des choses qu'on va faire si éventuellement on envisage de continuer l'aventure. Alors, je me suis un peu renseigné, je sais plus ou moins comment ça fonctionne, mais comme je n'ai pas l'intention de me présenter moi à une candidature ou à une élection, non, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas encore reçu cet appel, là, ce fardeau-là. Toi qui es passé par là, ça se présente comment? Comment est-ce qu'on constitue un dossier de candidature auprès de la CEI? Ça a été la grosse découverte. Écoute, honnêtement, c'est peut-être l'une des grosses surprises que j'ai eues. C'est vrai qu'on a préparé un peu en amont, hein, j'avais des amis qui m'ont un peu dit, j'avais la liste des documents, mais concrètement sur le terrain. C'est-à-dire, en plus, tu sais, à Bobo, c'était 50 personnes sur la liste électorale, sur la liste communale. Ok. À 2 semaines de l'ouverture des candidatures, il y a un décret qui sort qui dit, bon, maintenant, c'est 75 personnes. Il faut trouver 75 personnes en plus de toi, sur ta liste, Donc, la liste que tu présentes. 74 personnes. En tout. Parce qu'on élit d'abord la liste communale avant de choisir. Alors en fait, c'est 75 personnes, juste pour être sûr, c'est 75 personnes, y compris la tête de liste. C'est ça. Donc toi, plus 74 personnes. Ok, d'accord. Et donc moi, J'ai juste une question, pardon. Les 74 personnes qui t'accompagnent, c'est qui exactement? Voilà, donc moi je vais voir les... Non, ce que je veux dire, c'est quoi les profils qu'on demande? C'est ça que je veux dire. Non, c'est tout le monde. Il faut que ce soit des personnes qui soient... Par exemple, est-ce qu'un instituteur, un planteur, un papa, peu importe, peu importe. D'accord, peu importe. C'est tout le monde qui a le droit d'être sur la liste, à condition que 2 tiers donc de cette liste-là votent à Bobo. Ok. Voilà. Et donc moi, je vais rencontrer les personnes pour dire, écoute, est-ce que ça t'intéresse d'être sur ma liste? Voilà. Mais écoute, moi, la politique, franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, si tu veux, tu me mets sur ta liste, mais tu t'occupes de tous les dossiers. Ok, nous, on vient d'arriver, on a un peu besoin d'eux. Donc, on fait une liste, 75 personnes, pour qui il va falloir faire 75 casiers judiciaires, 75 certificats de nationalité, 75 attestations de régularité fiscale, 75 extraits de naissance, sachant que les personnes sont nées partout en Côte d'Ivoire. C'était la croix et la bannière. Avant que tu ailles plus loin, juste que je comprenne pour les internautes qui nous suivent aussi, la liste électorale que tu présentes, c'est des personnes qui vont être avec toi dans ton cabinet, c'est des gens qui t'accompagnent juste pour justifier que tu as au moins 74 personnes qui sont prêtes au moins à te voter. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but? L'élection municipale, on fait un peu de cours. Ouais. L'élection municipale, c'est l'élection du conseil municipal. Okay. Ce n'est pas le maire qu'on élit d'abord. C'est-à-dire que chacun vient avec ses 75 personnes. Et les populations décident de choisir une liste. Donc la liste RHDP, la liste Abobo Connexion, la liste Ensemble pour Abobo, la liste PPACI. Donc chacun sa liste. Donc chacun 75. Donc on va décider de choisir une liste qui est portée par une tête de liste. Donc ces 75 personnes vont être ceux qui vont dans ton conseil municipal demain. Une partie. Celui qui remporte le premier a 50% des sièges. Donc sur les 75, aujourd'hui, Mme Kanda Kamara va prendre 38 places au conseil municipal. Le reste va être réparti entre les différents candidats au prorata des voix, c'est-à-dire en fonction du nombre que tu auras eu. C'est un calcul, ce qu'on appelle le quotient électoral, qui va être fait donc, pour que chacun ait au moins une place ou 2 ou 3 places en fonction du pourcentage que tu as eu. Donc, les 75 personnes sont susceptibles de se retrouver dans ton conseil municipal. Et ce conseil municipal, c'est quoi sa fonction concrète? C'est lui qui décide, par exemple, du budget de la mairie, c'est lui qui va entériner toutes les décisions de la mairie. Donc, en fait, c'est le conseil municipal qui va maintenant, après, choisir qui est le maire. C'est comme ça que ça marche. Parmi les... Voilà, c'est-à-dire que parmi les 75 là... Malgré le fait que tu sois présenté toi en tant que tête de liste. Oui. C'est-à-dire que tu peux être tête de liste et puis ne pas être maire. C'est déjà arrivé à Daloa. Ah ouais. Donc, quand les élections sont finies, maintenant, tous les membres du conseil municipal mélangés, j'ai envie de dire, vont maintenant aller à une élection privée. Vous dire, bon, nous, on choisit le maire, le premier adjoint au maire jusqu'au 8e adjoint au maire. C'est comme ça. Et donc, la tête de liste peut ne pas se retrouver. Bien sûr. Donc, tu aurais pu être, toi, élu à Abobo, sans pour autant être le maire. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et donc, pour revenir à ce que je te disais, donc les 75, on a choisi tout le monde. Ouais. Il y avait des coiffeurs, il y avait des personnes qui travaillaient dans des cabinets d'architecture, on avait tout le monde, la femme qui va au marché, on avait la commerçante, ainsi de suite. Donc on a vraiment eu une liste assez cosmopolite, tout le monde qui était dessus. D'ailleurs, on a eu la liste sur laquelle il y avait le plus de femmes. On a eu 35 femmes contre 40 hommes. Ça, c'est inédit. Ça reste toujours
en dessous de la moyenne pour les Oui, femmes. Mais notre choix était de faire du 50-50, c'est-à-dire Ok. 25 femmes, 25 hommes. Mais bon, on a augmenté le nombre de la liste de conseillères. c'est ça. Alors, donc, tu disais tout à l'heure, c'est 74 personnes pour lesquelles il faut faire des casiers judiciaires, des extraits de naissance, des trucs. Ouais. Combien ça coûte tout ça à peu près? Je peux te dire qu'on a investi pas moins de 4 millions dans tout ça. Parce que, ah ouais, ça coûte. Le faire rapidement, le faire dans le temps. Anecdote, on a envoyé dans un village vers Alépé où le sous-préfet ne part que le mercredi matin. Donc on a dû louer une voiture qui nous a coûté près de 35 000, plus mettre le carburant pour aller prendre un extrait de naissance. Qui coûte 500 francs. Et ce genre de cas, on en a eu plein. Il y en a qui sont nés à Quibli, j'ai découvert de nouvelles villes que je ne connaissais pas. Donc il fallait trouver le moyen, envoyer quelqu'un. Donc c'était vraiment la croix et la bannière. Mais c'était une très belle expérience qui m'a permis aussi de voir de l'intérieur comment ça se fait, comment ça se fabrique. Cette sélection-là que tu fais pour les gens du conseil municipal, enfin, qui constituent ton conseil municipal, liste, ouais. ta liste, est-ce que priorité est faite aux personnes qui ont une expérience politique ou alors tu Non, choisis? du tout. Moi, je voulais une représentativité la plus large possible. Je voulais que toutes les composantes religieuses se retrouvent, toutes les composantes ethniques se retrouvent, toutes les classes sociales se retrouvent. Et on a réussi à le faire. À Abobo, il y a plusieurs chefs traditionnels. Nous avons fait la démarche vers eux de nous dire donnez-moi une personne. Donc, on a toutes les ethnies représentées sur ma liste, on a toutes les religions représentées sur ma liste, on a toutes les classes sociales représentées sur ma liste, parce que je la voulais la plus large possible. On aurait eu vraiment le conseil municipal le plus complet et le plus représentatif de ce qu'est Abobo. Mais bon. Ça te prend combien de temps justement pour réunir tout ce qu'il faut comme papier Presque un mois pour faire ça. Au jour le jour. On a travaillé comme des fous hein, tous les jours jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Parce que rassembler les dossiers, c'est bien. Après, il faut les classer. Il y a des fiches à remplir à la main. C'était pas du jeu. C'était pas du jeu. Je crois que c'est le 19 juillet qui était le dernier jour de dépôt des candidatures. Et jusqu'à 15h ce jour-là, on n'avait pas encore rassemblé tous les dossiers. Et moi, j'avais une amie qui était dans la voiture qui commençait à pleurer, me dit donc on a fait tout ça pour rien, quoi. Et à 16h, il y a un communiqué de la CEU qui nous dit la date de dépôt est reportée au dimanche. C'était un vrai soulagement pour nous parce qu'on n'aurait pas pu déposer. Le lendemain, nous sommes allés déposer les dossiers de candidature à la CEI. Et on nous dit mais il y a un document qu'on a omis, qu'on devait faire, ce qu'on appelle la déclaration personnelle de candidature, individuelle de candidature. On devait le faire en 75 exemplaires, enfin 75 pour chaque personne, en 2 exemplaires, donc 150. Ok. Et à faire légaliser à la mairie. Donc on a fait 150 documents à faire légaliser à la mairie. Ok. Donc ça on l'a fait, et puis on a fait ça, on allait déposer à la mairie. On a dit ah non, il faut reprendre parce que il faut écrire tout en majuscule. Enfin, donc on a dû le reprendre pour le déposer finalement le samedi, la veille de la date limite. Donc c'est vraiment une étape à part entière qu'il faut prendre très au sérieux. Et moi j'ai cru que c'était quelque chose qui allait se faire rapidement, donc ça nous a pris du temps. Ça nous a bouffé des heures de sommeil, mais finalement on a pu déposer à temps et on a été les premiers à déposer. C'est pour ça que sur la liste, d'ailleurs toute la liste générale, nous sommes le premier nom à arriver. Le dossier est complet, vous le déposez à la CEI, il n'y a aucune irrégularité, j'imagine, enfin, ou alors... Si, on nous demande je crois qu'il y avait des erreurs de nom, de date de naissance sur un casier judiciaire, un certificat de résidence et puis une attestation de régularité fiscale. Mais dès le lundi, qui a suivi le dépôt de candidature, on a vite réglé ça. Et du coup, dès que ça a été réglé, on vous a confirmé comment ça s'est passé? Vous recevez un SMS, enfin, je sais pas. Non, vous attendez vous donnez reçu, parce que les agents de la CEI, qu'il faut saluer vraiment, prennent le temps. Moi, je pense que le jour d'aller déposer, ça nous a pris 2 heures. Ils ont vérifié document par document pour chaque personne. Donc, ils vous disent en fait quel est le dossier qui manque. Et puis après ça, il fallait attendre la proclamation officielle, donc la publication des résultats. Et donc cette publication, donc toi tu as appris la nouvelle en fait. Le 1er août. Le 1er août, le matin ou le soir? Je crois que c'était vers 11h. Alors donc, vers 11h, toi tu apprends officiellement le 1er août que ta candidature est validée. Donc ça devient beaucoup plus réel, j'imagine. C'est ça. Comment tu réalises, qu'est-ce que tu réalises en ce moment-là? Est-ce que tu réalises vraiment les enjeux? Est-ce que tu te dis, vraiment, en fait, là on est lancé, on ne peut plus reculer? Là maintenant, on se dit, on rentre dans l'arène politique. Et juste parce que jusqu'à présent, on était encore des candidats déclarés, des candidats potentiels.
Là maintenant, nous sommes dans l'arène, on va être considérés comme des politiques ou des politiciens. Donc ça change tout et ça nous amène à travailler davantage maintenant sur la stratégie de campagne, la stratégie électorale. Il se passe quoi concrètement entre le dépôt de candidature et l'ouverture officielle de la campagne? En fait, je veux dire, entre le moment où tu sais que tu es candidat potentiel à Abobo et puis le moment où tu ouvres ta campagne. Je veux dire, omettons en fait les événements éventuels. Qu'est-ce que tu fais concrètement en ces deux moments-là? Tu travailles ta campagne parce que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était au cas où tu étais candidat. Donc, tu ne prends pas trop de risques, tu ne t'avances pas trop, tu es prudent. Donc là, maintenant, tu as 24 jours de l'ouverture de la campagne, au moment où tu annonces. Donc, tu peaufines ta stratégie, tu appelles tes bailleurs, parce qu'ils attendaient, tu appelles tes bailleurs pour dire, voilà, on est candidat maintenant, on vous attend. Tu vas maintenant dans le dur, dans le fond de la campagne, tu commences à préparer tes éléments, tu vas voir les prestataires parce que nous, on s'est garanti, on s'est réservé de ne pas aller passer des commandes de t-shirts, de panneaux, de flyers, tant qu'on n'était pas vraiment sûr. Donc, une fois qu'on est sûr, on commence à travailler sur les éléments graphiques, on avait déjà en amont travaillé un peu sur les éléments de langage, les slogans, ainsi de suite. Maintenant, on va les renforcer et puis on va travailler jour et nuit maintenant sur la campagne. J'imagine que c'est dans cette période-là, en ce moment-là, qu'il y a des désistements financièrement, j'ai envie de dire. Est-ce que ça t'amène à remettre en cause en fait la campagne que tu as fait, enfin que tu as prévu de faire? Comment tu l'ajustes en fait? Comment tu arrives à t'adapter? De ma façon de fonctionner, j'ai toujours un plan A et un plan Z. Ok, donc tu as les 26 lettres de la Ça veut dire que, de manière concrète. il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a jamais de difficulté, il n'y a que des alternatives. Donc pour moi, un obstacle n'est pas un frein. Un obstacle est quelque chose qui est devant toi, que tu peux t'amener à surmonter ou à contourner. Donc, quand au bout d'une semaine, tu n'as pas de retour de tes bailleurs, c'est le silence radio, certains te disent qu'ils ne peuvent pas t'accompagner, mais tu as 10 jours pour rapidement réorienter ta campagne et pour redynamiser ce que tu avais déjà prévu. Donc, tu t'organises. Est-ce que tu t'es senti abandonné en fait dans ce moment-là? Ouais. Est-ce que dès le départ, quand tu lançais ta campagne, c'était important pour toi ce soutien-là de ces personnes-là? Enfin, je veux dire. Écoute, je n'y comptais pas à 100%. Je veux dire, c'est pas. Sinon, je ne serais pas allé. Voilà. J'avais dit, on aurait jeté l'épaule, on aurait abandonné. Non, je comptais. Et ce n'est pas que financièrement, hein, c'est aussi des personnes sur qui je comptais matériellement, en termes d'appui technique, qui nous ont lâché en cours de route, qui n'étaient plus disponibles, qui n'étaient plus disposés. Par exemple, moi, j'ai dû faire recours à mon petit frère pour travailler sur les graphiques, alors que quelqu'un m'avait promis de nous accompagner. Donc, non, on s'est senti abandonné. On s'est senti abandonné, mais voilà, je dis que chacun porte sa croix. Moi, je n'en veux à personne. Parce que celui qui ne m'a pas forcé, celui qui a décidé d'aller dans l'arène, c'est moi. À un moment donné, tu ne peux pas t'appuyer à 100% sur des personnes. Des gens te disent, on veut t'accompagner, on veut t'aider. Tu te dis, ok, allons-y. Mais tu ne te dis pas que c'est uniquement que sur eux que je m'appuie. Donc j'avais aussi, comme je dis, mes plans Z. Et on est arrivé au plan Z. On est arrivé au plan Z dans notre campagne et on a fait ce qu'on pouvait. De 400 millions, tu passes à 150 millions, ensuite tu redescends encore plus. Comment finalement tu finances ta campagne? Écoute, on a eu beaucoup d'abandon, mais on a eu aussi une mobilisation de plusieurs personnes à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde. Quand tu as dit, écoute, moi, je vais te donner 100 000 francs, moi je vais te donner 25 000 francs, moi je vais te donner 300 000 francs, moi je vais te donner 400 000. Spontanément? Oui. C'est-à-dire que tu ne fais pas de crowdfunding, machin, truc et tout. Même pas. Le crowdfunding, c'est en fait un financement participatif par des personnes. Ce que tu fais m'intéresse, je n'ai pas beaucoup d'argent, vraiment, je veux t'aider. Est-ce que je peux t'envoyer 10 000 francs? Et donc tout ça, on a fait. Mais nous aussi, on avait, avec les gens de mon cabinet, les personnes qui sont restées, également cette mobilisation financière. Donc on a été vraiment. C'est ça que notre slogan s'appelait Gagner ensemble. Ouais, et donc, je pense que les gens l'ont pris au pied de la lettre et gagner ensemble, ça a été vraiment mobilisé. J'ai des oncles que j'ai appelés, j'ai ma famille qui sont venus à la rescousse. Donc c'était vraiment une mobilisation de tout le monde autour de ce projet-là. Et je voulais saisir l'occasion pour leur dire vraiment merci. Merci beaucoup. Ça nous a permis de faire cette campagne géniale, même si on n'a pas eu l'ensemble des moyens qu'on a. Il y en a certains que tu n'arrives pas à payer correctement, enfin, ou alors tu te retrouves avec des dettes. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur promets de le payer plus tard? Oui, bien ou sûr. Alors Non, on s'en sort de cette campagne avec des dettes, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on les fait. Et puis, c'est des personnes qui savent que tôt ou tard, on finira par éponger nos dettes. Le 1er août,
tu apprends sur le coup de 11 heures ta sélection, enfin ton dossier de candidature est validé par la CEI. Mais ce même jour, autour de 19 heures, moi j'étais avec des potes à une célébration. Et puis je t'entends scroller en fait sur Facebook quand on apprend que en fait on a perdu une illustre figure de la politique ivoirienne. D'accord? Est-ce que cet événement a changé quelque chose dans le déroulement? Déjà, où est-ce que toi tu étais quand tu l'as appris? Parce que en fait c'est bizarre parce que je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que c'est le même jour où tu as appris que tu étais sélectionné, enfin que ta candidature était validée, que ce soit ce même jour-là que tu apprennes aussi un truc. Tu vois, il y a une espèce de chaud et de froid en même temps dans la même journée. On est content d'être sélectionné, même le soir, on est aussi soigné par une nouvelle aussi triste. Ouais, écoute, le 1er août, j'étais... Donc le matin, on est content. On est quand même content, soulagé, fier d'être parmi les candidats et d'être parmi les 4 candidats. Et puis le soir, je crois que j'étais à l'ambassade de Suisse, il y avait la cérémonie de l'indépendance de la Suisse. Et ce soir-là, je crois un peu après, on apprend, dans la taille, dans la nuit, on apprend ça. Le problème, c'est que nous, dès le 2, on devait lancer toute l'opération de campagne sur la toile pour commencer à faire le compte à rebours. Enfin, on avait vraiment fait une stratégie de campagne, de communication qui allait commencer sur les réseaux sociaux. Donc la nuit, le matin, au moment où on veut lancer, j'appelle mes équipes pour dire on ne publie rien, on ne lance rien, on avait déjà tout apprêté, on attend. Parce que je pense qu'il y aura une période de deuil. Et oui, ça n'a pas loupé, une période de deuil de 10 jours, pendant lesquels on est obligé de rester silencieux. Pendant les 10 jours qui sont décrétés par le président Alassane Ouattara, tu ne fais rien, absolument rien du tout. Alors que dans la ville, il y a des panneaux publicitaires de certains candidats, des candidats, des maires en fonction qui tentent de se représenter, qui commencent à faire étal de leur bilan et tout ça là. Et en ce moment-là, toi, en tant que jeune candidat en fait, qui arrive, donc sans argent, ensuite un événement qu'on n'attendait pas qui nous surprend, et du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu ne te dis pas en fait, tiens, l'heure fait là, c'est trop compliqué, j'aime m'arrêter ici, c'est bon. Est-ce que tu ne te dis pas ça? Écoute, non, mais c'est frustrant de ne pouvoir... Parce qu'en plus, on avait des événements sur le terrain, on devait rencontrer des populations, on avait des choses à faire. On a dû tout annuler. Tout annuler, et puis on est là, on se regarde, on continue à travailler, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On se réorganise, oui. Mais voilà, quoi, pendant 10 jours, presque, j'ai fait une publication, je crois, le 7 août, et puis c'est tout, quoi. Donc, ouais, c'était frustrant, mais abandonner, non. Vraiment, à aucun moment, j'ai eu envie de jeter l'éponge. Même quand l'idée m'est passée par la tête et que je me suis dit, mais c'est fatigant, c'est un peu épuisant, j'avais des équipes qui me disaient, écoute, boss, on est déjà dedans, on n'a pas le choix, allons jusqu'au bout. C'est comme un marathon. Ceux qui abandonnent n'ont pas de mérite. Allons jusqu'au bout, regardons notre chrono et puis on va s'améliorer pour les prochaines fois. Du coup, en fait, il y a les 10 jours de deuil national par rapport à cette nouvelle-là. Et en fait, tu ne fais que, tu as dit, une seule publication en fait. Oui, le 7 août. D'accord. Mais après, je crois le lendemain, le samedi qui a suivi, j'avais un événement que je ne pouvais pas annuler. C'était une fête qui était prévue depuis le mois de mai avec des femmes que j'accompagnais. Donc, elles ont tenu vraiment à le faire. Donc, ce qu'on a fait, je dis, OK, ce qu'on va faire, je portais un brassard noir. Et puis, j'ai quand même venu, on a fait un truc vraiment sobre. Et puis ça s'est arrêté là. Alors, le 9 août 2023, au cabinet du grand médiateur de la République, vous signez la charte de bonne conduite. C'est la première fois que tu croises physiquement, en tout cas, tes potentiels concurrents. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu es arrivé le premier? Comme tu as ton nom en tête de liste, est-ce que c'est toi qui es arrivé le premier aussi pour ce truc-là? Tu es assis à la même table, en fait, on le voit sur les photos, tu es assis à la même table en train de signer avec les différents candidats, notamment la ministre d'État, Madame Kandia Camara. Comment ça se passe en fait cette rencontre? Est-ce qu'il y a de l'adversité? Est-ce que Non. Moi j'arrive, normalement c'était prévu qu'on soit là à 10h. Moi j'arrive à 9h, 9h30 avec mes équipes, mais on est d'abord de la cour de la grande médiature et tous les sièges devant sont occupés par les adjoints au maire et les proches de Mme Kandia Camara. Donc moi j'arrive, je me mets derrière, totalement derrière, incognito, on ne me connaît pas vraiment, donc je me mets derrière. Et puis arrive Madame la ministre, donc ses conseillers, ses adjoints font la haie pour l'accueillir, pour la saluer. Et le protocole du grand médiateur
Il me montre du doigt, il dit à la ministre, ah ben voilà votre adversaire qui est là. Donc moi, j'ai l'oreille assez fine, donc j'entends, je me lève. C'est comme une autorité pour aller la saluer. Je dis bonjour madame la ministre. Elle me dit, ah c'est toi mon adversaire. Je dis non, je ne suis pas votre adversaire. Donc, et puis on rigole, détendu. On se retrouve dans le salon d'honneur, tous deux, à discuter. Et ce jour-là, en fait, je crois qu'il y avait le décès du général Gaston Wasséna. Donc elle me racontait qu'elle pensait que c'était des rumeurs. Donc on a discuté un peu là-dessus. Et après, on part signer. Malheureusement, nous sommes les deux seuls candidats à être là. M. Mangoné est représenté par un de ses proches. M. Konetefou n'est pas là. J'ai appris qu'il est venu après. Donc on est là, on signe la différence, on fait les photos, tout ça. Après on fait l'interview à la RTI. Ça se passe plutôt dans une très très bonne ambiance. Et oui, c'est la première fois que je la croise de visu. Le 1er août et le 9 août sont deux dates importantes pour toi. Et les deux dates en même temps, tu reçois enfin, je veux dire, on reçoit des nouvelles assez tristes à ces deux dates-là. Ouais. Je veux dire, est-ce que toi, à un moment donné, tu te dis pas un peu, il y a peut-être des signes du destin aussi qui ne trompent pas? Non. Je ne suis pas superstitieux à ce point-là. Non, du tout. D'ailleurs, c'est dramatique ce qui est arrivé au PDCI, que le parti perde deux grands, ce parti-là. On était triste pour ce parti. Moi, nous qui avons grandi avec le nom du président Bédié, avec le nom du président de Gaston Wasséna, on connaît. Ouais. Donc, oui, c'était triste, mais je n'ai pas fait de lien entre ma candidature, les élections et ça, non. Au contraire. Le 2 septembre 2023, c'est la date officielle du vote. Mais une semaine avant, c'est le début de la campagne. Donc, c'est l'ouverture de la campagne officielle. 27 août, ouais. Le 27 août. Alors, certains candidats ont visiblement beaucoup plus de moyens que d'autres. Est-ce que ça ne cache pas une sorte d'injustice? C'est-à-dire que, est-ce que tu ne penses pas qu'il aurait peut-être fallu limiter, j'ai entendu ça sur un plateau de télé, je ne sais plus qui l'a dit exactement, mais il aurait fallu peut-être limiter le budget de campagne à tout le monde. Parce qu'en fait, là, tu me parles d'un budget, toi, à ton niveau de 400 millions après qui est revu à 150 millions après qui est revu à truc. Il y en a d'autres qui ont peut-être battu campagne à coup de milliards parce qu'ils avaient les moyens et la possibilité de le faire. Est-ce que ça ne les rend pas plus visibles que vous, justement? C'est une vraie question de fond. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'il y ait un texte de loi qui limite le budget des campagnes dans les différentes communes. Parce que c'est vrai que c'est une bataille disproportionnée. Il y en a qui ont les moyens de l'État, qui ont des moyens immenses. Donc, ils vont les utiliser pour distribuer de l'argent. On l'a vu comment les gens distribuaient de l'argent comme ça. D'où vient cet argent? Question. Donc, oui, je suis d'accord qu'il faut mener la réflexion sur est-ce qu'il ne faut pas limiter les budgets des campagnes pour que tout le monde soit au même niveau sur le départ. Mais bon, voilà. Alors, toi, officiellement sur les réseaux sociaux, en tout cas, tu commences à t'afficher, on va dire, préalablement avec un compte à rebours et tout, par rapport à ces dates-là. Et dès que tu arrives, dès que tu t'affiches, comme on le voit sur le visuel, les premières couleurs que tu as à bord, si je me permets en tout cas de décrypter un peu, il y a une forte connotation de bleu dans ce que tu as à bord. Oui. Ça ressemble, exactement comme la cravate que tu portes aujourd'hui. Bien, c'est ce que j'allais te dire. Ça ressemble pas un peu aux couleurs, ça rappelle pas un peu les couleurs d'un potentiel parti politique de l'opposition? Non, tu peux le dire, le PPACI, ben non. Je ne pensais pas forcément au PPACI, il y a le COJEP aussi. Ah, non, moi je ne pense pas au COJEP. Est-ce que finalement tu es vraiment indépendant? Parce que est-ce que tu n'avances pas un peu masqué pour ces deux partis? Non, si on a s'en tenu aux couleurs, je dirais que la chaussette de rouge que je porte me rapproche plus du communisme que d'autres choses. Non. Plus sérieusement, le bleu c'est ma couleur préférée, depuis tout petit. Donc c'est une étrange coïncidence que justement je me retrouve avec du bleu qui est plutôt un parti, la couleur des partis de gauche. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ma couleur préférée, le bleu. D'accord. Alors donc, pas de meeting de lancement, pas de panneau publicitaire, pas de t-shirt. Est-ce que quelque part, tu y croyais toujours en fait, en vrai? Ben oui, puisque jamais. Attends, pourquoi est-ce que j'irais à une élection si je n'y crois pas? On a dû annuler tous nos meetings parce que budgétairement, c'était intenable pour nous. Et on s'est dit, on va axer sur le porte-à-porte. Donc nous sommes allés dans tous les marchés d'Abobo, nous sommes allés dans les quartiers, dans les maisons. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une très belle expérience humaine. Nous avons parlé avec les gens, nous avons pris du temps pour expliquer notre projet, expliciter notre projet auprès des personnes. Donc, non, c'est vrai que ça aurait été un plus si on avait ces meetings, si on avait des affiches publicitaires, si on avait des t-shirts à distribuer aux gens, si on avait on avait quelques flyers, si on avait d'autres arguments, d'autres outils de communication. Ça aurait été un plus. Mais on y croyait et on était content de faire ce qu'on a fait. Alors, tu vois, il y a un truc qui est un peu bizarre. Pas de t-shirt, donc comme je disais, pas de t-shirt, pas de trucs, des moyens vraiment drastiques pour cette campagne-là.
Dans cette élection, et là je pense particulièrement à Yopougon, par rapport à ce que je vais dire, dans cette élection, on a vu certains candidats déclarer aller faire allégeance à d'autres candidats beaucoup plus forts. Bien sûr. Tu vois? Pourquoi est-ce que, justement, toi, finalement, le but, c'est d'aider ta communauté, c'est pas forcément d'être maire, mais pourquoi est-ce que toi, par exemple, tu ne sais pas de te dire, écoute, j'ai regardé, j'ai vu, il y a peut-être Koné Tefo, parce que je ne peux pas parler par exemple de la ministre, mais il y a Koné Tefo qui est un peu plus fort que moi, ou peut-être l'autre qui ont, voilà, ces personnes-là, est-ce que je ne sais pas d'avoir une espèce de coalition avec eux pour pouvoir justement arriver à mes fins, d'autant plus que le but, au final, pour moi, c'est d'aider les populations. Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas, je vais conjuguer mes efforts avec les leurs pour justement atteindre un objectif plus grand? Je ne crois pas aux associations spontanées. Ça doit être réfléchi. Si je voulais aller en alliance, il aurait fallu que j'aille depuis longtemps. Pas quand je suis devenu, quand j'ai été retenu comme candidat et que j'aille dans une alliance parce que je me dis, je n'ai pas de moyens. Donc, mais on dit aussi que la politique. Ou par défaut, je vais être. Non. Mais on dit que la politique, c'est la saine appréciation des événements du moment. C'est-à-dire que tu arrives, les gens t'ont promis de l'argent, ils ne t'ont pas donné de l'argent finalement. Oui. Et tu arrives justement à te jeter voilà, dans ce combat-là. Et finalement, tu te rends compte que peut-être que finalement, tes efforts ne vont pas forcément payer. En ce moment-là, personne ne t'en voudra de te rallier à X ou Y personne. Oui, personne ne m'en voudrait non plus de continuer. Donc, j'ai fait le choix de continuer. Mais non, en plus, tu sais, il faut que, devant l'histoire, on sache que le monsieur là, il est parti jusqu'au bout. Il est tombé les armes à la main. Ou bien il a gagné avec ses armes. Donc, quelqu'un a dit une élection, ça se gagne ou ça se perd. Ce n'est pas tellement le fait d'être dans l'alliance, ainsi de suite. Je l'ai dit une fois sur le plateau de télévision, le titre de maire n'est pas une obsession pour moi. De là où je suis, est-ce que je peux contribuer à apporter ma pierre à l'édifice? Oui. Vraiment, malgré les faibles moyens que nous avions, la conviction était toujours là. Et puis, je pense qu'on a été entendu. En termes je pense que notre message a été audible. On a été vu, on a été entendu. Sur les plateaux de télévision, on a une chaîne étrangère qui est venue faire un reportage chez nous. Nous sommes allés auprès des populations. Maintenant, comme je dis, est-ce que les personnes qui nous ont entendus votent? Non, je ne crois pas. C'est là le challenge. Quand on sait qu'Abobo n'a pas une bonne réputation en matière de climat apaisé et tout ça, toi, tu fais une campagne où tu es au cœur de la population et tout, ça te venait d'où cette sérénité? Est-ce que tu as préparé, tu as assuré tes arrières avant de te lancer? Écoute, déjà deux choses. Il faut que les gens comprennent que ce qui arrive à Abobo n'est pas symptomatique à Abobo. D'ailleurs, pendant la période de campagne, il y a eu des affrontements à la machette à Yopougon-Siporex. Mais c'est passé presque inaperçu, parce que c'est Yopougon, la commune de la joie. Il y a eu des événements à Samanké, c'est devenu un événement planétaire, genre la 3e guerre mondiale, parce que c'est à Bobo. Oui, on a déjà une réputation assez ternie. Donc je comprends que chaque fois que tu dis à Bobo, et c'est pour ça que les gens avaient peur quand j'allais faire ma candidature. On dit à Bobo, mais tu vas te faire macheter, tu vas te faire tirer dessus, et ainsi de suite. Écoute, ce qu'on a fait aussi, c'est que on a signé la charte de bonne conduite. Donc les candidats ont pris la résolution de ne pas aller à l'affrontement. Moi, j'ai eu la chance aussi de rencontrer d'autres candidats en offre pour leur dire il faut qu'on aille à l'apaisement. Donc, j'ai rencontré les candidats. Donc, Mme Kandia Kamara, pendant comment dire ça, la cérémonie de la signature. J'ai rencontré aussi les autres candidats pour leur dire il faut qu'on aille à l'apaisement parce que c'est aussi notre rôle de contribuer à ce qu'on ait un climat apaisé. Et ça a payé. Et puis également, on sait très bien qu'à Bobo, c'est des territoires qui sont gérés. Hein. Donc, on a fait aussi le choix. Là, tu es en train de dire un truc qui est très important, ça m'intéresse. Des territoires qui sont gérés, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un peu la Bolivie? C'est quoi? Non. Il y a des cartels, enfin, explique-nous concrètement. C'est géré comment? Je ne sais pas si c'est des cartels, mais tu vois, par exemple, il y a des groupes qui s'occupent des différents quartiers, qui ont leur territoire, on va dire ça comme ça, qui ont leur territoire. Et donc, tu ne peux pas aller à Bobo, voilà, sans que tu te signales. Donc, moi, j'ai fait la démarche. Tu entends dire que, par exemple, moi, si je décide de faire un film à Bobo, il faut que je me signale auprès de certains groupes. Si je décide de... Bah non, j'envoie une demande d'autorisation pour un film à la garde à Bobo. Est-ce que j'ai besoin, en plus de ça, d'aller me signaler auprès de personnes? Si tu vas dans le 93 en France... Moi, j'étais dans le 14, donc je ne connais pas le 93. C'est un quartier qui est compliqué, qui est difficile, où tu peux te faire agresser aussi. Donc, c'est pas... Non, j'avais pas forcément d'appréhension par rapport à ça. Et même si c'est vrai que
lorsque j'ai décidé d'être candidat à Bobo, la première image que les gens ont eue, tu vas te faire buter. Ils vont t'empoisonner. À Bobo, c'est dangereux, tout ça. Donc, non, j'ai pas vraiment de... Mais c'est vrai que on allait voir la police, la gendarmerie, on a fait la démarche pour dire que voilà notre agenda de campagne, voilà les endroits qu'on va passer, où on va passer, pardon, voilà les parades qu'on va faire, voilà les lieux qu'on va visiter. Donc, ça, on a fait la démarche. Ça, c'est ce qui est normal. Mais à côté de ça aussi, nous sommes allés voir ce qu'on appelle les propriétaires des quartiers. C'est-à-dire que... Il faut bien parler cette partie-là, ça m'intéresse. C'est les présidents, les présidents de quartier, en fait, c'est quoi? Non, à Bobo, sa zone. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pas dirigent, mais qui sont un peu comme celles qui garantissent un peu la sécurité dans le coin. Un peu comme des mafias, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la zone Pablo Escobar, il y a je ne sais pas si le mot mafia est le bon mot, non. Mais c'est des chefs. On va dire c'est les chefs de zone. Voilà. Qui a décidé que ce sont eux qui sont les chefs de zone? Non, c'est la vie de tous les jours. En fait, quand il y a des palabres, en général, on te dit oui, c'est tel groupe contre tel groupe qui s'est Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est tel quartier qui affronte tel quartier. Je vois ce que tu veux dire. Mais ces gens-là, il y a toujours des gens qui les... Et donc, il y en a 3 dans la zone à Bobo. Dans ce que je sais, c'est compartimenté en 3. Ok. Donc moi aussi, j'ai fait la démarche vers ces personnes pour leur dire, écoutez, nous, on va aller dans tel endroit, fichez-nous la paix. Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Toi, tu t'es levé, tu as envoyé des courriers officiels, des courriers officiels, c'est quoi? À qui? Je sais pas, je sais rien. Non. Comment tu es sûr? Est-ce que c'est des gens de ton équipe qui te disent que voici comment ça fonctionne? Toi, en tant qu'enfant d'Abobo. Je suis un enfant d'Abobo. Donc, tu étais dans quel groupe, ami? Je n'étais pas dans un groupe. Je n'étais pas dans un groupe, mais je sais comment ça fonctionne. Et autant on a fait la démarche avec les chefs traditionnels. Autant on a fait la démarche avec les forces de défense et de sécurité, autant j'ai fait la démarche aussi avec ces personnes-là qui sont dans ces quartiers et qui dirigent ces quartiers. Donc j'ai fait la démarche, j'ai envoyé des émissaires aller les rencontrer, leur dire que nous serons en campagne avec les autres candidats. Et du coup, en fait, c'était quoi les réponses? C'était bien perçu? Oui, ils ont estimé que on les a respectés. Le fait qu'on soit venu le voir, c'est vraiment respect. Donc voilà. Tu sais, en fait, moi, quand je dois faire des films, enfin, en général, quand on doit faire des films, des autorisations, des trucs comme ça, on a recours à la mairie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, pour tous ceux qui nous regardaient, le candidat malheureux Israël Guibo est potentiellement la personne qu'il faut contacter pour contacter les différents chefs de zone. Non. Parce que ça s'est bien passé pour lui, donc voilà. Alors, je ne sais pas forcément que ça s'est bien passé. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Ok. On a quelques incidents. Je n'ai pas voulu en parler pendant la campagne parce que, bon, Abobo a déjà marqué négativement, mais c'est des choses sur lesquelles, voilà, attends, je peux le dire, fais cette confidence-là. Je me rappelle très bien le dernier jour de notre parade, ça doit être le jeudi 31, si je ne me trompe pas, oui, jeudi 31 août, dans un quartier. Au moment où on paradait avec la fanfare et tout ça, on entend des coups de feu. Attends, juste avant que je comprenne. C'est-à-dire que toi, quand tu te déplaces sur les vidéos qu'on a pu voir sur Internet et tout ça, on te voyait très souvent toi seul, avec des gens, avec des femmes, des trucs autour de toi, avec des affiches. Mais en plus de ça, tu avais une fanfare. Toujours, on a toujours une fanfare avec nous. D'accord, par jour, pendant tous les jours de la 7 campagne. jours de campagne. On avait une fanfare. La fanfare coûte combien à peu près par jour, en fait, juste que je sache. Attends, je vais te dire, c'est pas... C'est dérisoire? Oui, enfin dérisoire, non, je ne dirais pas ça comme ça, mais c'est pas énorme. En fait, ce que je vais faire, les exercices... On a 50 000, par 60 000 francs par jour, oui. Alors, 50 60 000 francs par jour fois 7. Donc, je veux dire, tu as au moins 300 et quelques mille si c'est sûr, 50 000 francs, on est à 350 000. Ouais. Si c'est plus... 350 000 francs, c'est même pas le prix du matos pour un jour, si tu fais un meeting. Oui, clairement. Donc, mais je dis, il n'y a pas que la fanfare, il y a autre chose aussi. Non, il n'y a pas que la fanfare. Tu payes le transport des gens, enfin, le déplacement. Non, attention, et ça, faut qu'on le souligne. Les personnes que vous voyez dans les vidéos, ce sont des personnes qui sont venues d'elles-mêmes. Ok. Et qui parfois payent elles-mêmes les transports, payent leur nourriture. Donc on a eu vraiment cet engouement, cet engagement autour de nous. Vraiment, on a vraiment, notre projet a trouvé l'assentiment de certaines personnes. Le sentiment qu'on a en fait, c'est que les lieux où tu apparaissais, ça ne se faisait pas de manière préméditée. En fait, je dis que tu n'étais pas annoncé en fait, dans ces endroits. On n'a pas annoncé, mais c'était prévu. On avait un calendrier, tu peux demander à mes équipes, on avait un calendrier bien établi des endroits où on devait passer. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement ça a eu un impact sur tes potentiels partisans? Impact comment?
Un impact négatif parce qu'ils n'étaient pas au courant et tu apparaissais. Enfin, je veux dire, si on t'attend à Sogefia que tu apparais à Bobo, à Nador, enfin, je sais pas. Non, nos équipes étaient, des bénévoles étaient chaque jour dans les différents quartiers. Et donc, en fait, Et c'est c'est-à-dire moi qui choisissais un jour pour être aux côtés des équipes dans tel quartier. Donc, Ok. c'est pas qu'on était absent ailleurs. Ok, On était ok. présent, j'avais des bénévoles qui allaient distribuer des flyers qui entraient chez les gens, ainsi de suite. Donc, on était accompagné par la fanfare. Et donc, du coup, justement, ce dernier jour de campagne, là, tu me racontais. Oui, donc qu'est-ce qui se passe alors on arrive dans un endroit, là, dans un quartier, vers Nador, vers Wantoué. Je suis obligé de te couper. Est-ce que, à l'image des compartiments dont tu parlais tout à l'heure par rapport au chef de zone, est-ce qu'on peut dire que les partis politiques aussi sont marqués? Enfin, je dis, certains quartiers sont marqués, estampillés RHDP, PDCI, PPACI, enfin, je sais pas. Notamment, la question, c'est la zone que tu t'apprêtes à me dire, enfin, l'endroit où tu passes. Est-ce que c'était une zone favorable ou défavorable? C'est ça que je veux dire. C'est ça ma question. Je te vois aller dans ta question. C'est ça ma question. C'est vrai qu'il y a des zones qu'on dit, mais je n'ai pas les preuves de ce que j'avance, qu'on dit être favorable au parti au pouvoir. Pour les autres, je ne sais pas. Donc, on dit qu'il y a des zones qui sont vraiment favorables au parti au pouvoir. Et oui, la zone dans laquelle on partait fait partie de cette zone-là. Ok. Voilà, cette zone-là. Donc oui, donc on part. On part et puis au moment on a vraiment dansé, parlé aux gens, et on entend des coups de feu. Des coups de feu. Ouais. Comment tu peux être sûr? Moi, je connais les coups de feu. Comment tu fais pour savoir? Tu as passé tout ton temps en Europe et tout ça. Tu n'as pas vécu la guerre ici. Comment tu peux savoir les coups de feu? Non. Bien, à tes heures perdues, tu vas à des stands de tir ou vers. Je connais la différence. Je sais faire la différence entre les pétards et les coups de feu. Okay. Et même par la cadence des coups. Je ne saurais pas te dire beaucoup plus que ça. Donc j'entends, et on avait quelques gars du corps qui étaient là, qui entendent également et qui me regardent. Genre, est-ce qu'on doit fuir ou pas? Ok. Donc, moi, je suis serein, je marche sereinement parce que tu es avec des gens, tu as le leader. Si tu commences à courir, tu sèmes la panique. Donc, on a continué à marcher avec la fanfare sereinement. Et puis, j'ai dit aux femmes que non, ce sont des pétards avançants. Et j'ai entendu un deuxième coup de feu. Ok. Une deuxième série de coups de feu. Pa. Et puis après, donc, je vois mes équipes aller regarder ce qui se passe. Donc, on fait la procession jusqu'on finit le soir. Et là, comme il faut le rapport, on me dit oui, effectivement, c'est quelqu'un qui avait tiré en l'air pour nous dissuader, tout ça. Pour vous dissuader? Ouais. Mais tu vois ça, par exemple, pour moi, c'est un acte isolé. Ok. Ça n'a rien à voir avec un truc prémédité par un parti ou par un groupe. Mais si j'avais communiqué dessus. C'était un policier? Non, c'était pas un policier. C'était un civil. Donc, en fait, tu es en train de me dire qu'il y a des civils à Bobo qui ont des armes. Oui. Comme dans ces quartiers aussi. Oui. Attends, dans ça. Et donc là, tu vois, je mesure que, en vrai, j'aurais pu communiquer dessus. Hein. Oui, justement, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Enfin, je sais pas. C'est un acte isolé. J'ai fait un rapport à la police. Mais ce n'est pas un élément sur lequel on va communiquer pour dire ouais, on nous a tiré dessus ou a tiré en l'air pour nous dissuader. Déjà qu'on est négativement marqué, pour moi, c'est un acte isolé qu'on aurait pu retrouver dans n'importe quelle commune. Voilà. Si on avait un groupe de personnes organisées qui nous avaient attaqués, là. Mais à part ça, c'était vraiment le seul incident qu'on a eu sur cette campagne-là. Pour le reste, ça s'est hyper bien passé. On est allé dans des zones beaucoup plus à risque, plus dangereuses que ça. On a été super bien accueillis par des gens. Moi, je me suis retrouvé devant des sièges de partis politiques, aller saluer les gens. Les gens sont sortis nous saluer, nous ont donné leurs encouragements. Non, et, tu vois, on parle d'Abobo, hein, mais dans tous les rapports d'incidents, là, notre nom ne sort pas. On est vraiment... Sur la période de la campagne. La période de la campagne pendant les élections. Il n'y a pas eu de groupes attaqués, il n'y a pas eu de personnes qui ont été agressées, il n'y a pas eu d'urnes cassées, il n'y a pas de revendications sauvages et brutales. Non. Donc Abobo est une commune disciplinée, civilisée. Il y a une légende urbaine qui veut que en fait, les microbes aient le fief à Abobo. Est-ce que c'est vrai déjà? Il y a des microbes aussi à Koumassi. Ok. Il y a des microbes aussi à Là, on parle du cas d'Abobo en fait. Non, ce que je vais t'expliquer, ce que je vais te dire, c'est que... Déjà, est-ce que c'est vrai? Ma question c'était est-ce que c'est vrai? Et ensuite, toi en tant que maire, qu'est-ce que tu aurais fait pour endiguer ce problème? La question de ce qu'on appelle gentiment les enfants confiés avec la loi est une question qui est dans tout Abidjan. Elle n'est pas uniquement qu'à Abobo. C'est vrai, ça existe à Abobo le phénomène. Même si aujourd'hui, il a été un peu atténué. Parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec les forces de l'ordre et que je salue d'ailleurs. Il y a un travail pour accentuer la collaboration entre les populations et les forces de l'ordre, pour impliquer les parents dans également de l'éducation des enfants et impliquer le système scolaire dedans. Donc, il y a eu une amélioration.
Ouais, ça faisait partie des choses que nous, on voulait apporter comme amélioration, la question de la sécurité, si on était élu maire. En quoi faisons concrètement, Mais par exemple? Premièrement, en renforçant l'éducation, parce que les enfants, là, lorsqu'ils n'ont rien à faire à l'école, ou quand ils partent de l'école, ils se retrouvent dans d'autres activités. Les jeunes qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas d'activité pour s'occuper se retrouvent dans la délinquance. Donc, il faut déjà travailler. Ensuite, renforcer les moyens de la police pour que les fumoirs, le grand banditisme soient touchés, soient pris en compte dans la lutte. Et puis derrière, construire de nouveaux commissariats pour rapprocher les commissariats des populations. Il y a une autre vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pendant la période de la campagne. C'est une vidéo à travers laquelle on t'entend et on te voit surtout dire ceci à un des potentiels électeurs. On regarde. Il faut voter. Alors, Israël, est-ce que tu penses que lui, il a voté Je ne sais pas, j'aurais même dû lui demander est-ce qu'il est inscrit sur la liste électorale, parce que beaucoup de personnes qu'on a rencontrées ne sont pas inscrites. Ouais, non, mais moi, c'est important. Je t'explique un peu les circonstances. On était à Keikwa. Il pleuvait d'ailleurs, je me souviens très bien. On venait de se prendre une bonne douche là, et puis on est arrivé sous un hangar. C'était un grain d'ailleurs. Okay. Et ça, c'est prendre le thé. Et donc, j'explique qu'il faut voter. Il me dit oui, donne-nous 5 000 francs à voter pour toi. Donc là, je lui dis que maintenant, ta voix n'est pas à vendre. Il me dit ouais, mais il faut que je donne l'argent. En fait, n'entends même pas ce que je dis. Donc, je lui explique que ta voix n'est pas du tout à vendre parce que tu seras en train de brader un pouvoir que tu as. Donc, on a eu cette discussion-là. La personne sur la vidéo, on ne la voit pas bien. Mais c'est quoi? C'est une personne qui a quel âge à peu près? C'est un jeune, je dirais 30-35 ans. D'où ça vient? D'où tu crois que ça vient en fait ce genre d'habitude? Ça vient de l'habitude. Mais il n'est pas le seul. Hein. On est passé dans les marchés, tu parles aux femmes, ils disent oui, donne-moi l'argent, je vais te voter. Donne-moi l'argent, je vais te voter. Ah, donne-moi l'argent, je vais te voter. Donc, c'est vraiment un refrain que j'ai beaucoup entendu. Et je me rends compte que beaucoup de personnes ont été habituées à prendre de l'argent contre leur voix. Et ça, c'est un phénomène sur lequel il va falloir travailler. Ça demande vraiment d'avoir que les gens aient une éducation citoyenne, même morale aussi, et politique, pour dire que ta voix, là, c'est ton pouvoir de faire changer les choses. Mais si tu la brades, bien entendu, tu vas continuer à subir parce que tu l'auras vendu. Donc ça, c'est vraiment un combat qu'on va mener dans la durée. Ça ne se fait pas en un jour. Ce genre d'habitude-là, cette transformation-là a besoin. Et avec beaucoup de recul aujourd'hui, un mois plus tard, je me rends compte que le vrai travail qu'il y a sur Abobo n'est pas forcément un travail de construction infrastructurelle, mais plutôt de transformation sociale et de transformation de la pensée. Le jour où on va arriver à cela, on aura fait un grand pas. Et oui, nous, on démarre aujourd'hui. Et comme je te dis, si je me projette dans l'avenir, on va vraiment faire ce travail auprès des populations. Faire de l'éducation citoyenne, faire de l'éducation politique, pour les amener à comprendre pourquoi d'abord il faut s'inscrire sur la liste électorale, pourquoi il faut aller voter, parce que pour une élection locale, pourquoi notre voix là, c'est un pouvoir qu'on a, c'est une force qu'on a. Et c'est un travail qu'on va faire. Mais ça nous prendra 5, 10, 15, 20 ans si Dieu nous donne longue vie. Mais il faut le faire. Du coup, avec ton équipe, qu'est-ce que vous retenez de cette campagne en fait finalement? Juste la campagne en fait, la période de la campagne, la façon de faire la campagne. Est-ce que votre message, tu penses, a été entendu? Oui, le message a été entendu. Au-delà du nombre de votants, de score que tu as fait, est-ce que tu penses que le message a porté? Je peux te dire que le message a été entendu. Moi, j'ai eu des hommes politiques très haut placés qui m'ont appelé au lendemain pour dire franchement, ta campagne, elle était top. J'ai eu des messages de partout dans le monde pour dire qu'on a eu la meilleure campagne. Elle était intelligente, elle était intelligible, elle était saine. Et il y avait un message, il y avait un fond. Il y avait quelque chose, on est arrivé avec de vraies propositions. Ce qu'on appelait le Abobo en mieux, les 50 mesures qu'on avait voulu déployer, ça avait du sens. Ce n'étaient pas des choses qui étaient inaccessibles, ce n'étaient pas des choses qui étaient impossibles à réaliser. On aurait pu les réaliser rapidement dans les 5 années qui allaient suivre. Et cette campagne a inspiré d'autres. Moi, j'ai reçu des messages, quelqu'un qui me disait, j'avais plus envie de voter, mais pour toi, je vais reprendre le vote. Je ne m'intéressais plus à la politique, mais tu nous as démontré qu'on peut faire la politique autrement. Donc pour moi, au-delà des chiffres qui ont été donnés par la CEI, c'est les milliers de personnes qu'on a touchées, des milliers de cœurs qu'on a touchés. Et c'est dessus qu'on doit travailler pour l'avenir, démontrer aux personnes qu'on peut faire la politique autrement. Deuxième chose, on a montré aux jeunes de Côte d'Ivoire que c'est possible. Quand depuis du fait qu'un territoire, dit-on, appartient à un marigot politique ou appartient à un groupe politique,
nous les jeunes avons notre mot à dire. Tu sais, il nous reste encore 3 mois avant la fin de l'année de la jeunesse. Et donc, c'est un symbole fort qu'on a envoyé pour dire, faut qu'on arrête d'être attentiste, il faut qu'on arrête de rester dans notre coin et de nous dire, c'est trop compliqué, on n'ira pas. Oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, c'est pas simple comme histoire, mais on l'a fait. Et avec les équipes aujourd'hui, on est très, très fiers de l'avoir fait. On est un peu déçus parce que ce n'est pas l'objectif en termes au niveau du nombre de voix. C'est parce qu'on voulait, mais on est content d'avoir touché des gens, on est content d'avoir ouvert les yeux de personnes qui se disent, écoute, on peut faire la politique comme ça, on peut avoir une campagne sans insulter quelqu'un, sans injurier quelqu'un, mais avec du fond. Maintenant, il faut emmener les populations à regarder plus les projets plutôt qu'à regarder les partis politiques et les personnes. C'est dommage parce que en fait, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps de Live où en fait ils ont essayé de cartographier comment dire, la Côte d'Ivoire avec les partis, enfin les différents partis, quel parti avec quelle région et comment. La Côte d'Ivoire est très orange RHDP. Donc ça veut dire qu'en fait, malgré tes bonnes intentions, il y a beaucoup de boulot à faire Mais en plus, tu vois, pour arriver à conjuguer tout ça. Tous les hommes politiques qu'on connaît aujourd'hui à succès, ce n'est pas au premier coup qu'ils ont réussi. Le président Alassane Ouattara lui-même est arrivé en Côte d'Ivoire en 91. En 95, il a commencé sa première élection. Il a été président en 2010. Le président Houphouët-Boigny lui-même, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a remporté les campagnes avec le RDA, le PDCI, et ainsi de suite. Le président Bédié, pareil. Le président Gbagbo, pareil. Donc, dans la politique, on ne réussit pas toujours au premier coup, au premier essai. Par contre, ce qui est bien, c'est que chaque expérience est une leçon qu'on attend pour l'avenir. Et nous, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui qu'on note et qu'on aura le temps de peaufiner pour l'avenir. Éventuellement, si avec mes équipes, on se projette. Pendant 6 ans, 7 ans, on a fait ce qu'on pouvait faire sur le terrain. On a apporté la preuve qu'on peut aller à une élection, on a apporté un vrai projet de développement local. On a apporté la preuve qu'on peut faire une campagne qui est innovante et qui touche des gens. Ici, à Bobo, ailleurs, à Abidjan, au-delà, à l'intérieur du pays, mais aussi hors du pays. On a eu beaucoup de messages de partout. Maintenant, comme je dis, il faut tirer les leçons et de voir est-ce qu'on a la capacité humaine, financière, matérielle et physique aussi, de continuer l'aventure. Ça, c'est une question qu'on ne va pas trancher sur un plateau de télé, mais qu'avec les équipes, on prendra le temps de mûrir, de réfléchir là-dessus. Le matin du 2 septembre, tu as rendez-vous avec ton destin. Quand tu te réveilles, déjà, est-ce que tu as pu dormir même déjà par rapport à ça? Ensuite, comment s'est passée cette transition entre le 1er et le 2 septembre, cette nuit-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as remis en cause ta décision? Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais la première chose? Non, le 2, alors, dans la nuit du 1er 1er septembre au 2, on a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on allait mettre nos assesseurs dans les bureaux de vote, comment on allait envoyer la nourriture. Donc, on a travaillé vraiment sur le jour électoral. Je suis rentré ce jour-là vers 1h, 2h du matin, peut-être vers 3h du matin. Et puis, le matin, très tôt, je suis allé voter avec mon épouse, pardon. On est passé au QG, saluer les femmes, les encourager. Et puis après ça, je suis allé dans un endroit secret pour attendre les résultats et commencer à les compiler. Donc, autour de 22h, 23h, on savait avec plus ou moins les tendances. Tous les partis politiques, tous les candidats savaient plus ou moins s'ils avaient gagné ou pas. Ce qu'on ne savait pas, c'était dans quelle proportion. Ce qu'on ne savait pas avec précision, c'était dans quelle proportion on avait gagné ou perdu. Quand tu as les tendances le soir, qu'est-ce que tu te dis en fait? Et comment surtout tu entretiens le suspense par rapport à l'annonce? Non, tu commences à préparer tes messages que tu vas envoyer sur les réseaux sociaux et que tu vas dire aux gens. Donc si tu suis bien sur mon mur, le dimanche soir, j'ai un premier message qui part. Donc je change les covers de mes réseaux sociaux. Je dis vraiment, on a passé une belle campagne, c'était très bien. Mais attendons les résultats. Mais tu as suscité de l'espoir parce que je connais plein de personnes qui avaient voté pour toi, qui suivaient cette campagne. Moi-même, je la suivais. En fait, moi, j'avais l'impression que on pouvait sabler le champagne. Oui, nous-mêmes, on espérait aussi qu'au soir du 2 septembre, on célébrerait. Mais on a voulu être discipliné jusqu'au bout. Contrairement à d'autres, on n'a pas fait de campagne avant l'heure. On n'a pas injurié les gens. On n'a pas déchiré des affiches. On n'a pas proclamé des résultats avant la CEI. Est-ce que vous avez eu des affiches déchirées, vous? Oui, mais bon, c'est des actes isolés, une fois de plus. Ce n'est pas toutes nos affiches, c'est quelque part, on a vu 1 ou 2 affiches qui ont été déchirées. Donc, on a voulu avoir une campagne exemplaire. Parce que l'histoire a de la mémoire. Il faut que demain, les gens retiennent que nous, à Bobo Connexion, on a été bien.
n'a peut-être pas gagné, mais dans le process, on a vraiment respecté les règles du jeu. D'ailleurs, le lundi 3 ou le mardi 4, je ne sais plus, dès que les résultats ont commencé à arriver et que moi j'ai eu les résultats de la CEI, j'ai appelé Madame la ministre Kanya Kamara, je lui ai envoyé un message aussi pour lui dire félicitations. Et j'ai fait un message pour la féliciter ouvertement et pour dire qu'on a perdu dans les urnes, mais qu'on a gagné le cœur de la Bourboulais. D'accord. Les tendances, tu les as comment en fait? Vous les avez comment? Ça parvient comment? Enfin, je veux dire. On avait des personnes dans les bureaux de vote qui nous envoyaient au fur et à mesure, on les compilait via une application qu'on avait. Mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que vous tous là, vous êtes dans l'endroit, vous êtes sûr que vous avez perdu. On sait qu'on n'a pas gagné. D'accord, si tu veux, façon de voir. Toi, en tant que leader, tu as traîné en fait toutes ces personnes-là pendant toute la période. Ils se sont engagés avec toi et tout, et vous faites face à de tels résultats. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu abordes ça? Non, dès le dimanche soir, quand on a les résultats, je les convoque au QG, tout le monde. Je les fais asseoir pour leur dire merci. Et pour leur dire de marcher la tête haute, fier d'avoir réalisé ce qu'on a réalisé, fier d'être arrivé là. J'ai rencontré les femmes, j'ai rencontré les superviseurs de différentes zones pour leur dire toute ma fierté du travail qu'on a fait et leur dire qu'on se reparlera pour tirer les conclusions et puis voir si on continue l'aventure ou non pas. J'ai voulu le faire ça à chaud, pour ne pas attendre. Mais comme tu disais tout à l'heure en début d'émission, les conclusions finalement vous les avez tirées. En gros, tu as mobilisé du monde, mais il y a eu peu de personnes qui ont été. Et ça, je le dis maintenant, aujourd'hui, un mois après, parce qu'on a maintenant, depuis quelques semaines, la CEI a diffusé les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, on a eu le temps d'analyser, de regarder, de voir les quartiers qu'on a visités, enfin, de croiser les données. Donc, aujourd'hui, avec du recul, on peut dire les conclusions que j'ai tirées. Oui, on n'a pas mobilisé, on n'a pas fait de la mobilisation électorale. Peut-être qu'on allait on allait trop tard dans l'annonce de notre candidature. Peut-être qu'on aurait dû l'annoncer beaucoup plus tôt et aller chercher des électeurs. Parce que moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais oui, on ne savait pas que tu étais candidat, sinon on serait allé s'inscrire sur la liste électorale. » Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Israël Guebo, est-ce qu'on peut dire, au regard des résultats, des 1%, des 972 personnes, voilà, du score que tu as fait, est-ce qu'on peut dire que les chances de voir un Abobo en mieux se sont totalement volatilisées? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon attachement pour Abobo n'est pas lié à un résultat d'élection. Mon amour pour Abobo n'est pas lié à une élection. Ma vision pour Abobo n'est pas liée à un résultat catastrophique électoral. On continuera à faire ce qu'on peut au mieux de nos capacités pour travailler pour Abobo. On a des projets d'alphabétisation pour les femmes, on a des projets de collecte de livres pour les bibliothèques, on a des projets de structuration, d'accompagnement de structuration pour les femmes, on a des projets pour aider à faire des campagnes médicales gratuites, puisque j'ai une fondation, la Fondation Croix Côte d'Ivoire, qui va continuer à travailler. Et j'espère que, en tout cas, les hautes instances aujourd'hui de la mairie vont entendre qu'on est disposé à travailler et disponible à travailler pour la mairie d'Abobo. Un mois plus tard aujourd'hui, les élections municipales 2023 sont derrière nous. C'est quoi les perspectives au-delà de ce que tu viens d'expliquer? Là, pour le moment, c'est un peu trop tôt pour toi pour décider, parce que de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, il faut te concerter avec ton équipe pour savoir si Israël Guebo, l'homme politique, continue. Mais au-delà de ça, c'est quoi en fait la suite pour toi? Je m'accorde encore quelques mois pour réfléchir à ça, parce que autant j'ai fait de la consultation quand je voulais m'engager, autant je vais faire cette consultation-là pour en tirer les leçons, et puis moi-même faire une sorte de bilan et d'introspection pour voir est-ce qu'on a encore la force d'y aller. Mais qu'on aille en politique ou non, ça ne change rien à ce qu'on veut faire pour Abobo, à l'amour qu'on a pour Abobo. Et si, d'une façon ou d'une autre, la commune estime qu'on peut être utile, on ira. Si cette aventure était une citation, ce serait laquelle? Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Qu'est-ce qui t'a pas tué, qui t'a rendu plus fort pendant cette aventure? C'est de dire que si on est sorti vivant et en bonne santé de cette expérience électorale, si on n'a pas été atteint moralement, physiquement, on a appris beaucoup de choses. Donc on est sorti beaucoup plus fort par rapport à tout ça. Donc, et c'est une citation qui m'accompagne depuis longtemps. Elle vient de mon père journalistique Théophile Kouamouo, qui me disait toujours ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc oui, ce qui ne nous a pas tués nous a rendu plus fort. Et cette expérience nous a rendu plus fort. Israël Guebo, merci. On a eu ta version, ton autre version. Est-ce que cette version était complète? Elle est inédite parce que
c'est assez rare que je m'ouvre, que je donne l'envers du décor de ce qu'on a fait, mais c'était nécessaire aussi. Pourquoi j'ai accepté de faire cet exercice avec toi? Je voudrais que des jeunes qui nous regardent se disent que c'est possible, mais que rien n'est simple, que rien n'est donné, et que quand demain, les choses seront beaucoup plus aisées, plus heureuses pour nous, ils se disent qu'on a quand même souffert, on a quand même eu des difficultés, mais on s'est mis au-delà de ça. Et on a travaillé. Et on s'est appuyé sur nos valeurs. Le travail, l'intégrité, la solidarité et l'amour pour Abobo et pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est ce qu'on doit retenir. Pas les résultats qu'on a faits, pas les difficultés qui ont jalonné notre chemin, mais c'est surtout quel est le parcours et qu'est-ce qu'on retient comme leçon. Pour moi, ce sont ces valeurs-là qu'il faut conserver. Et ces valeurs-là sont non négociables pour moi. On continue de travailler, on va continuer à bosser, aussi bien sur Abobo et sur d'autres projets, mais on est content, fier d'avoir réalisé cela et fier d'y être allé jusqu'au bout. Merci. C'est moi qui te remercie.